Et bonjour à tous et à toutes, c'est Louis Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo du journal d'Agreg dans laquelle on va parler de mes oraux. Juste avant, je voulais m'excuser du retard de cette vidéo. J'ai commencé l'année malade, je l'ai terminée malade. La boucle est bouclée. Je voulais tourner cette vidéo avant d'avoir mes résultats pour avoir les impressions les plus fidèles possibles à ce que j'ai pu ressentir, puisque forcément la connaissance des résultats influe la manière dont on voit les oraux. Mais bon, j'étais malade, c'était la canicule, la vidéo est terrible, je voulais pas poster ça, donc je la retourne maintenant que j'ai un peu mieux, même si je suis pas encore tout à fait guéri, je pense que ça s'entend. J'ai malgré tout essayé de noter le plus de choses possible, et notamment de réécouter la vidéo que j'avais faite juste avant de tourner celle-ci, pour malgré tout transmettre tout comment je l'ai vécu le plus fidèlement possible. Sinon, pour ceux qui ont raté le train, donc je m'appelle Louis, donc je prépare l'agrégation externe de chimie cette année. J'ai été admissible suite aux écrits qui ont lieu le 10, 11 et 12 mars 2025. Ensuite, on a commencé la préparation à l'oral. J'ai fait une vidéo il y a genre une semaine où j'ai parlé de façon complète et totale de la préparation à l'oral. On a reçu nos résultats d'admissibilité le 2 mai 2025, donc j'ai été admissible, puis nos convocations à l'oral le 20 mai. Qu'est-ce qui était écrit sur ces convocations? Uniquement notre série de passages, donc en fait un jour de convoque. En effet, comme il y avait à peu près 120 admissibles cette année à l'Agreg de chimie, eh bien les oraux étaient répartis sur un total de 8 séries. En fait, seulement 7, non en fait, pardon, 9 séries, et en fait seulement 8, puisqu'il y a une des séries qui était consacrée à l'Agreg Docteur, donc bon, je pouvais pas tomber dessus, mais bon, elle était en plein milieu, donc on va dire qu'en tout, il y avait 9 séries. 9 séries de 3 jours, donc qui commençaient le 8 juin et qui se terminaient le 1er juillet, et nous, on était convoqués sur une série. C'est-à-dire que 3 jours consécutifs, on passe un oral, puisqu'il y a 3 oraux, et donc ensuite, c'est terminé, on est en vacances. Et juste la seule information qu'on possède pendant quasiment tout le temps, c'est bien seulement notre jour de convocation. Donc moi, c'était le 16 juin. C'est-à-dire que jusqu'au 16 juin, 17h, je connaissais mes 3 jours de passage, qui étaient les 3 jours suivant la convocation. Donc je savais que c'était 17, 18, 19, mais je ne savais pas quelle épreuve j'avais quel jour et à quelle heure, ce qui s'explique par des mesures de sécurité que je vais détailler plus tard, mais qui est également un petit peu inconfortable en tant que candidat. Donc c'était cool comme série de passage. Le fait que je passais au milieu, je passais série 4 sur 9, ça me permettait à la fois d'avoir un certain temps pour me préparer, dans le sens où je passais pas trop tôt, donc c'est pas comme si le 7 juin j'étais déjà à Darsonval en train de préparer. Et en même temps, je terminais pas trop tard non plus, donc ça me permettait d'avoir un été qui existait et de pas avoir ces jours très désagréables où on a l'impression d'être prêt parce qu'on a déjà tout révisé, mais où on va quand même pas rien faire en attendant l'oral, donc on continue de bosser et de repasser les trucs qu'on a déjà vus, ce qui est vraiment un sentiment horrible que certains de mes potes ont vécu, donc je suis content de pas avoir vécu ça. Donc moi, ça m'allait très très bien comme horaire de passage, enfin en tout cas comme série de passage. Les oraux ont lieu au lycée d'Arsonval à Saint-Maur-les-Fossés, donc c'est en banlieue sur le RER A. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est donc venir à l'heure de votre convocation, donc 17h, la veille de vos 3 oraux, moi le lundi 16, et vous vous ramenez au lycée d'Arsonval. On va vous faire rentrer et vérifier en gros que tous les gens de la série sont là. En effet, on est censé être à peu près 18 par série, même exactement 18, en tout cas au maximum, puisque donc il y a un seul jury par oral, et il y a 6 créneaux d'oraux par jour, donc je vous laisse faire le calcul. Il y a 18 leçons de physique en 3 jours, il faut qu'on passe tous sur au moins une leçon de physique, donc voilà. Et donc c'est l'occasion, comme ça, d'être, grâce à l'équivalent de la petite réunion de convocation qu'on a la veille, de vérifier pour les organisateurs qui est là. Donc là, nous on était 17, alors je sais pas si on était que 17 convoqués ou s'il y a eu quelqu'un qui n'est pas venu, qui s'est désisté. Mais c'est intéressant pour eux de savoir ça. Et en même temps, c'est l'occasion de remettre aux gens les différents sujets. Donc c'est la sorte de procédure anti-triche dont je parlais. On va tous vous réunir dans une salle. Il va avoir une sorte de bocal avec 18 numéros. Et il va avoir 18 paquets de 3 sujets qui sont posés sur une table. Vous allez être appelé un à un à tour de rôle. C'est l'occasion pour eux de vérifier que votre convocation est aux normes, de vérifier que votre pièce d'identité est aux normes. Donc il faut ramener ces deux trucs-là, convoque et pièce d'identité. Mon année, il y a des gens qui avaient leur convoque sur téléphone et ça passait. Pareil pour les écrits d'ailleurs, donc peut-être pas forcément besoin de l'imprimer. Moi je l'ai fait au cas où, on sait jamais, je trouve ça toujours plus safe. Une fois que votre identité est vérifiée et que c'est bon, vous êtes en règle pour passer les concours, enfin que c'est bien vous quoi, vous tirez un petit numéro et donc vous tirez un paquet de 3 sujets. Ce paquet bien sûr est fermé et vous allez être amené à signer le paquet là un peu comme avec les cachets de cire pour vérifier que personne n'ouvrira votre paquet d'ici le lendemain ou le surlendemain. Je ne sais pas si c'est une procédure qui est vraiment utile, mais en tout cas, ce que ça prévent, c'est des gens qui voudraient se dire « Ah tiens, telle personne va passer tel jour à telle heure, et c'est mon pote, donc je vais lui filer un sujet sympa ». Ou « Ah là là, telle personne va passer demain sur la leçon, donc je vais changer son sujet ».
Ça, on peut pas le faire, donc au cas où il y a des organisateurs qui voudraient tricher, puisque donc vraiment, vous avez votre enveloppe qui est signée et qui vous attestez qu'elle n'est pas ouverte entre le moment où vous la signez, donc le lundi, et le moment où vous récupérez vos sujets, c'est-à-dire les jours suivants. Donc bon, moi j'ai tiré le numéro 1, voilà, donc je sais pas à quel point c'était annonciateur de quoi que ce soit, reste que ça a fait marrer une personne de Saclay dans ma salle, voilà, c'était rigolo. Et sinon, à part ça, donc on va rapidement vous expliquer le format des épreuves, comment faut faire. En gros, globalement le format, j'en ai déjà parlé hein, dans des vidéos précédentes, je vais pas revenir dessus ici de façon plus extensive, enfin je vais pas tout redétailler quoi. En théorie, pour nous, ça a déjà été expliqué dans une petite réunion d'information qui avait lieu genre le 24 mai, où voilà, on était avec tous les jurys d'agrég et toutes les personnes qui s'occupent de l'orga. Et ils nous expliquaient le principe des épreuves, en plus de pouvoir répondre à la question. Donc bon, ils réexpliquent ça rapidement au cas où il y a des gens qui ne seraient pas tout à fait au clair là-dessus. Et après, on a l'occasion de visiter la bibliothèque de l'agrég, donc qui est une bibliothèque où il y a plein de bouquins qui sont envoyés de différents centres de préparation. C'est important de connaître cette bibliothèque puisque c'est là qu'on va être amené à utiliser les ouvrages qu'on va devoir utiliser pour les leçons de chimie, de physique et le TP de chimie. Donc il faut qu'on la connaisse bien. Et c'est, je pense, le bon moment pour essayer déjà de repérer un peu comment est organisée la bibliothèque et où sont les bouquins qui nous intéressent particulièrement. Par exemple, j'étais un peu un mordu du Martinon-Lurin / Gruber pour les TP de chimie. C'est sympa de savoir directement où est l'exemplaire. Vraiment, on gagne 30 secondes à fouiller le lendemain. C'est déjà 30 secondes de gagner. Et c'est en même temps, donc, dans cette bibliothèque, puisqu'on tire le sujet à ce moment-là, qu'on récupère nos horaires de passage et quel jour on a quoi. Les horaires de passage, il faut savoir qu'on peut commencer très tôt et terminer très tard, puisqu'en effet, comme je dis, il y a 6 horaires, et en fait, chaque oral fait 1h20, donc en fait, on aura 1h25 de battement entre chaque oral pour que le jury puisse changer de salle et délibérer. Donc les horaires, c'est 10h10, 11h35, 13h, 15h40, 17h05 et 18h30. Mais ça, c'est les horaires de passage. Et avant de passer, il y a 4 heures de préparation. Et donc on voit que eh bien, la session de 10h10, ça fait qu'on commence à préparer à 6h10. Et en fait, comme il faut venir un quart d'heure en avance, le temps qu'on fasse quelques démarches administratives, eh ben, il faut se ramener, en fait on est convoqué à 5h55. Donc c'est très 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 tôt. Et globalement, tous les heures du matin, on est convoqué très 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 tôt. On peut être convoqué à 7h20 par exemple, 8h45, c'est tôt. 8h45 ça va. Et on peut également finir très tard, puisque si on passe à 18h30, 1h20 de passage, on finit vers 19h50, le temps de récupérer nos affaires, d'effacer le tableau. On n'est pas sorti du lycée avant 20h05, 20h10. Donc c'est dur, surtout quand on enchaîne comme ça des horaires qui sont pas forcément les plus pratiques. Et un des gros soucis, donc évidemment, comme je l'ai dit, en termes de sécurité, c'est très bien de faire ça, parce que ça, je pense, ça rend quasiment impossible le fait de pouvoir filer un sujet facile à un candidat qu'on aime bien, ou inversement. Par contre, ce qui est du coup un peu infernal, c'est qu'en termes de confort pour le candidat, c'est très compliqué, puisque là, en fait, moi je rentre à 17h dans la convoque et je ne sais toujours pas si. Enfin, je me dis qu'en fait, ça se trouve, il y a un monde où je sors de la réunion, il est 18h et dans moins de 12 heures, je suis convoqué. Et en fait, ça a été le cas, puisque j'ai commencé le mardi à 5h55. Donc il me restait même pas 12 heures pour manger, rentrer chez moi, dormir, me relever, machin. Enfin, bon, moi je trouve ça terrible. Et en plus, le truc qui est un peu terrible avec ça, c'est que donc la convocation de 5h55, elle est vraiment assassine, puisque les premiers RER viennent de Paris, venant de Paris, et débarquent à Saint-Maur autour de 6h20. Donc en fait, vous ne pouvez pas être à l'heure avec les transports en commun si vous venez de Paris. Et je crois que le premier RER qui vient de Boissy-Saint-Léger et qui arrive à Saint-Maur, lui arrive suffisamment à l'heure. Donc ça veut dire qu'il faut soit se dire ok, si je commence à 6h du mat, je prendrai un taxi, ou alors j'habite suffisamment à côté pour venir en voiture, en vélo, à pied, j'en sais rien, ou alors il faut prendre un logement dans le coin. Sauf que les logements dans le coin, ils coûtent super cher, puisque les gens captent bien qu'il y a des euros. Donc moi j'étais au BNB Hotel, qui est vraiment à 10 minutes à pied du lycée, qui est un hôtel qui est au demeurant très bien, j'ai passé un très bon séjour dans l'hôtel, mais bon j'ai payé genre 120 balles ma nuit, donc 3 nuits du coup, et je pense que c'était, peut-être cher pour la position, et malgré tout c'était pas non plus un hôtel 5 étoiles, même si encore une fois j'ai rien à dire, j'ai passé des nuits qui étaient très bonnes avec le surmatelas et tout était très bien. Et bon, ça fait quand même un certain coût. En plus de ça, du coup, on est à Saint-Maur, il n'y a pas grand-chose. Donc ça va manger à l'Intermarché, les sandwichs triangles. Bref, c'est vraiment la win ultime, quoi. Et donc voilà, ça produit un certain inconfort typique du passage des euros quand on vous demande de vous déplacer. En plus de ça, vu mes horaires que j'ai, donc je vais vous les dire tout de suite.
Je commençais donc le mardi à 5h55 et j'avais le TP de chimie, aussi appelé montage, même le vrai nom c'est montage, mais je pense qu'on comprend mieux si je dis TP de chimie. Et je terminais donc autour de 11h30. Super. Ensuite, j'avais plus de 24 heures de libre, puisque je commençais à préparer à 14h15 le lendemain pour la leçon de chimie. Et donc, je terminais à 20h le mercredi, ce qui veut dire que j'avais mon oral de montage, plus 24 heures de libre avant d'avoir mon prochain oral. Et là, ensuite, ça s'enchaînait, je terminais à 20h, et je reprenais le lendemain à 8h45 pour la leçon de physique. Donc en gros, moi c'est des horaires qui m'allaient bien, ça veut dire que j'allais dormir à Saint-Maur le lundi soir pour commencer très tôt le mardi matin. Ensuite j'allais globalement avoir 24 heures de détente avant où j'allais pouvoir rentrer chez moi sur Paris. Du coup ne pas dormir dans l'hôtel alors que j'ai payé la nuit, voilà. Donc, c'est pour ça que j'aurais bien aimé ne pas la payer si j'avais pu, mais bon, c'est pas grave. L'occasion de revoir des potes, de me détendre et voilà, de dormir chez moi, bref, de faire tout un tas de trucs, faire une grosse crasse mat. Et ensuite, je reprends à 14h, et là ça s'enchaîne, je fais la leçon de chimie, et en sortant, j'ai pareil à peine 12 heures pour manger, dormir et revenir à l'établissement pour pouvoir faire la leçon de physique. Donc voilà, ça va s'enchaîner pas mal. Heureusement, j'étais capable de pouvoir sortir toutes mes affaires de l'hôtel le matin, le jeudi matin, puisqu'à Saint-Maur, il y a un petit endroit où les candidats peuvent poser leurs affaires. Donc si vous avez des grosses valises et tout, pas de souci, vous pouvez les ramener à l'oral. Ils pourront vous les garder pendant que vous passez. Donc ça au moins c'est bien. Ça m'a permis vraiment de sortir du lycée à 13h et de direct rentrer chez moi. J'ai pas besoin de repasser par l'hôtel ou de repasser par un dépose-bagages ou whatever. Donc ça quand même c'est pratique. Et globalement, en fait, je dois dire que c'est des horaires qui me conviennent bien, en fait. Alors, le premier jour va être difficile, hein, parce que ça veut dire qu'il faut en gros que je me couche genre à 21h, 21h30, si jamais je veux avoir ma nuit de sommeil convenable. Ce qui est terrible, parce que moi je suis pas du tout un mec qui se couche tôt de base. Là, je me couche vers 2h et je me lève vers midi, donc c'est mon rythme un peu classique. Allez, 11h. Donc forcément, devoir démarrer à 5h55, c'est dur. Mais en même temps, au moins le montage, qui est l'épreuve qui me fait un peu la plus angoisser, parce que c'est celle où la préparation peut être la plus chaotique et le plus mal se passer. C'est éliminé directement, j'ai plus à m'en préoccuper. Ensuite, ça me fait, comme j'ai dit, bien 24 heures de pause où je peux me détendre, et après j'enchaîne 2 derniers oraux. En plus de ça, le montage, c'est pas mal de le faire quand il fait pas trop chaud, parce qu'on est obligé de mettre un pantalon, on est obligé de mettre une blouse et tout. Donc passer très tôt le matin, c'est l'heure la plus fraîche de la journée, c'est bien. Et il se trouve que le mardi, c'est des 3 jours, le jour où il faisait largement le moins chaud. Donc en fait, j'avais des horaires qui se goupillaient pas trop mal. Donc c'était pas si mal. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je rentre manger un sandwich triangle comme un winner dans ma chambre. J'ai même pas de cuillère, donc je dois manger un yaourt comme ça. Là, j'essaie de le boire, je le termine. Bon, voilà, je vous dis pas. C'est vraiment la dèche, mais au moins je mange, je me douche et puis je me couche quasiment instantanément. Donc sur les coups de 21h30 à peu près. Évidemment, je m'endors pas tout de suite, hein, on s'en serait douté, vu mes horaires de sommeil habituels. Mais bon, j'arrive à m'endormir sans trop de problèmes. Et je me lève le matin, autour de genre 5h20 pour aller taffer à l'oral. Globalement, moi j'avais déjà un peu parlé de la manière dont je voulais mentalement appréhender ces oraux. J'avais essayé, durant toutes les préparations à l'oral, de mettre un maximum de déstress sur les oraux, de faire vraiment comme si j'allais juste chercher du pain à la boulangerie, quoi. Vraiment, c'est une tâche tout aussi ordinaire pour moi. Et donc, j'ai essayé de, les plus possible, les désacraliser, les rendre un peu ordinaires. Il se trouve que c'est une stratégie qui était un peu à double tranchant, parce que ça peut être très très efficace si jamais je réussis, dans le sens où ça me permet d'avoir un sommeil qui est confortable, de vivre une vie confortable, etc. Donc c'est super. Ce qui est dommage, c'est que si j'arrive pas le jour J à passer outre le stress, je peux me retrouver dans des sacrés pétrins. C'est complètement opposé à la stratégie que j'avais prise en prépa, où vraiment j'avais essayé de m'immerger le plus possible dans le stress pour stresser tellement tout le temps qu'à la fin ça ne me gênait plus. L'avantage étant que du coup j'étais pour le coup complètement safe parce que le jour J j'allais bien dormir, c'est sûr. C'était 4 mois que je stresse et que j'ai tenu, j'allais dormir le jour J. L'inconvénient c'est que c'était potentiellement dur à tenir et assez gourmand en effort mental et tout ça. Donc pendant toute la préparation. Donc bon voilà, là j'ai choisi de faire l'inverse. Il se trouve que sur ce première épreuve, ça n'a pas trop mal marché. Donc j'ai réussi à m'endormir, pas tout de suite parce que c'est 21h30, mais j'ai vraiment pas stressé. L'une des raisons qui fait que j'ai pas stressé, c'est que j'ai pas du tout pensé à l'oral du lendemain. Ça c'est parce que ma stratégie, j'ai réussi à m'y tenir. Évidemment, j'aurais pensé au montage, j'aurais passé une nuit terrible et ça aurait été infernal. Le lendemain, j'arrive à me lever tranquille, j'arrive à aller à l'oral tranquille. Toujours, hein, je vous conseille d'essayer de vous immerger. Alors moi, c'est la musique qui me permet toujours de mettre un peu dans des flows qui me conviennent bien. Donc là, j'écoute pas du tout des trucs graves, des trucs lourds, des trucs un peu épiques. Non, là, j'écoute des trucs très légers, très chill. Voilà, vraiment, on va groover pendant tout l'oral.
des mélodies très dansantes, puisque c'est vraiment pour moi le but hein, ici, c'est de avoir le smile, passer du bon temps, pas stresser pendant 4 heures. Donc j'écoute, comme en même temps je suis un type un peu agité, voilà, j'écoute un truc très dansant, et ça me met dans l'état d'esprit qu'il faut, j'espère. Donc j'arrive au niveau du montage. Globalement, pendant le petit quart d'heure qu'il y a entre le moment où vous êtes convoqué et le début de passage, c'est l'occasion pour eux de déjà vérifier que vous êtes bien à l'heure et d'avoir un petit battement si vous avez un peu de retard. On vient vous chercher à l'entrée du lycée, on vous ramène dans la bibliothèque, qui est aussi un petit peu le QG des préparateurs là, qui s'occupent de faire des allers-retours à droite à gauche. On vous fait signer pour vous montrer que vous êtes présent, on vous fait vérifier que votre compte internet marche bien, parce que vous avez un accès internet personnalisé. Et ensuite, 6h10, c'est déjà l'heure d'ouvrir les sujets. Donc le montage, je rappelle, il y a, donc en tout, c'est en gros l'épreuve de TP. Vous avez deux parties dans le montage. Une partie d'éléments libres, donc vous allez avoir un thème, un sous-thème, et vous devez trouver deux manipulations qui répondent à ce thème. Deux manipulations que vous trouvez dans des bouquins, sur internet, que vous inventez, qu'il faut ensuite transmettre à des techniciens. Donc il y a 3 techniciens qui vont réaliser ces manips. Donc pour ça, il faudra également donner le matériel dont vous avez besoin. Et ensuite, à l'issue des 4 heures, il faut présenter les deux manipulations qui ont été réalisées par les techniciens. Mais également, vous avez un élément imposé, qui est donc un protocole qu'on vous donne. Protocole qui est souvent un peu bancal et dont le but, je pense, attendu, c'est souvent que le candidat montre de l'esprit critique et des capacités à changer le protocole pour le rendre plus sécurisé, augmenter le rendement, faire des actions qui ont un peu plus de sens, donc en tout cas faire tout un tas de trucs quoi. Et ce protocole imposé, pour le coup, c'est vous qui devez le préparer pendant les 4 heures, et également vous devez le présenter ensuite pendant la présentation de 1h20. C'est une épreuve qui m'angoissait pas mal, parce que comme j'ai dit, la préparation, il y a énormément de trucs à faire. Entre trouver les manips, ce qui peut prendre du temps, entre faire la fiche des protocoles, faire la fiche des manips, annoter tous les protocoles parce qu'il y a plein de trucs qu'il faudra changer, puis faire votre manip, vérifier que la manip des textes se fasse bien, puis faire en sorte de préparer tout un tas de trucs pour que vous puissiez présenter des gestes devant le jury, des gestes techniques. Par exemple, c'est bête, mais s'il y a une extraction liquide à faire, il faut préparer une ampoule de coulée, il faut préparer des béchères, il faut préparer des trucs. Ensuite, il faut également faire des fiches pour présenter un peu vos manips, faire un plan au tableau, préparer des transitions, préparer une intro, préparer une conclusion, éventuellement traiter des résultats avec des incertitudes. Bref, ça fait beaucoup de choses à faire en 4 heures. Tant et si bien qu'en général, on ne termine pas, c'est la panique. Voilà pourquoi c'est une épreuve qui me rend assez inconfortable. La classique, c'est d'avoir de la chimie orga dans l'un des deux, imposée au libre, et de la chimie générale dans l'autre. Et globalement, chimie générale, ce que j'entends par là, c'est à la fois tout ce qui n'est pas de l'orga, et c'est en moyenne surtout des manips où vous allez avoir des résultats quantitatifs à traiter. En effet, les incertitudes rentrent dans les programmes de façon de plus en plus importante. C'est donc attendu à la grecque que vous maîtrisiez les incertitudes et les traitements des incertitudes de façon de plus en plus convaincante. Et donc, il y a toute une partie du barème importante qui est destinée à est-ce que vous savez traiter des incertitudes. Et donc pour ça, c'est sympa si on vous file de quoi le faire, en vous filant une manip où il y a par exemple un titrage, donc vous pouvez récupérer un volume, une concentration, blablabla. Ok. Donc un Z-score qu'on fait à la fin, vraiment toute une mécanique qu'il est, je pense, importante d'apprendre pour maximiser les points actuellement en agrég. Bon, il se trouve que je tombe sur un élément libre, puisque c'est lui que j'ai commencé à regarder, qui était, je trouve, facile, dans le sens où c'était un élément que j'avais déjà vu, que j'avais déjà pu préparer, et donc j'avais directement deux manipulations à proposer. J'avais exactement, je vais vous le retrouver, synthèse en chimie moléculaire et oxydation en chimie organique. Donc là, en gros, il y a 3 manips qui me viennent et qui marchent bien. Il y a l'oxydation du menthol en menthol, non l'inverse, du menthol en menthone, donc on transforme l'alcool en cétone. Donc on fait ça avec la javel, je crois que c'est dans le porteux, mais à vérifier. La deuxième manip qui me vient en tête, c'est l'époxydation du citral, donc on transforme un alcène en époxyde, c'est dans le martinant-urin. Et la troisième manip, c'est l'oxydation de la benzoïne en benzine par le cuivre, c'est également dans le martinant-urin. Moi, je choisis de faire les 2 dernières manips, tout simplement parce que citral, je l'avais déjà faite pendant l'année, et benzoïne par le cuivre, je l'avais pas faite, mais je l'avais lu et ça me semblait pas mal marcher. Donc je choisis de faire ces 2 manips-là. En plus, comme je vous l'ai dit, le martinant-urin, c'est un bon bouquin. En général, il y a toutes les infos qu'il faut, c'est fiable et tout, il n'y a pas d'erreur. Il y a une erreur dans quelques manips, mais c'est assez rare. Donc voilà, je décide de partir sur ces 2 manips-là. Et j'ai de la chance parce que je suis très efficace là-dessus. Très vite, j'arrive à pouvoir proposer ces 2 manips aux techniciens. En plus, je suis vraiment content d'avoir de l'orga en élément libre,
puisque donc quand on a de la GNE en éléments libres, c'est à nous de réaliser le traitement d'incertitude des manips faits par les techniciens, ce qui prend beaucoup de temps, et je trouve que c'est des montages plus galères, les montages où il y a orga imposé et GNE libre, donc là je suis très très heureux. Je vais passer pas mal de temps en fait à regarder un petit peu ces manips, donc les manips d'orga pour les techs, puisque donc je vais leur présenter les bouquins, je vais écrire les produits dont j'ai besoin, je vais annoter à la demande des techs les protocoles pour leur dire tout un tas de trucs que j'ai envie qu'ils fassent. Donc, typiquement, changer les luants de quelques CCM. Je crois qu'il y a du diclo que j'ai remplacé par acétate d'éthyle, cyclohexane acétate d'éthyle 80 en volume. Ça marchait super. Je crois que c'était pour la benzoïne. Je leur dis qu'il faut rajouter des fioles de garde. J'essaie de leur montrer comment les brancher. Je mets de la soude. Donc après la fiole anti-retour, je mets de la soude dans une deuxième fiole pour essayer de quench un peu le NO qui pourrait arriver. Enfin voilà, donc, je fais tout un tas de trucs, toute une mécanique. Et en fait, ça fait que je commence à regarder mon protocole imposé assez tard. J'avais vu que c'était de la distill, mais bon, écoutez, j'avais déjà d'autres trucs à faire, donc je pense qu'il se passe bien 1 heure avant que je commence vraiment à lire mon truc. Et en gros, autant les manips de mon élément libre, oui, c'est libre, c'est des manips que je connais, je pense que ça a bien tourné. Autant pour l'élément imposé, c'est un peu la sauce. Parce que donc la distillation, en gros, c'est en fait encore de l'orga. Ce qui va, voir, c'est de la GNE, mais qui ressemble vraiment très très beaucoup à de l'orga dans la façon que vous allez de traiter les choses. En termes de gestes, typiquement, ça va se recouper beaucoup. Et j'aurais pas forcément beaucoup d'incertitudes à montrer, donc ça me fait un peu stresser. Qui plus est, la distill, c'est honnêtement chiant à montrer en montage, parce que vous allez devoir lancer la distill pour montrer la distill devant le jury, mais ça met du temps à lancer la distill, parfois en fonction des distills que vous avez ça crame, il faut savoir si c'est des distills à colonne simple ou à colonne de vigreux, et c'est pas tout le temps simple, et là typiquement il y avait un petit piège, je vais en parler. En gros, j'ai eu un protocole qui était très lacunaire, en anglais traduit avec DeepL, pas tout le temps très bien traduit, qui provenait d'un journal de recherche, donc je pense un truc destiné à des étudiants, enfin en tout cas à des profs, donc le but c'était de faire des TP quoi. Donc ça datait de 2021 je crois, et en gros on me disait ok, tu prends des solvants qui sont purs au labo, tu les mélanges selon des proportions indiquées sur la feuille, tu distilles, et à la fin tu essaies de récupérer les solvants purs après avoir distillé. C'est un peu le but, donc c'est vraiment faire une distillation très pédago, où le but c'est juste de distiller dans des milieux très contrôlés, pour essayer de voir un peu comment marche la technique. Et en gros, on essaie de caractériser les solvants qu'on récupère à la fin, avec tout un tas de techniques, notamment température d'ébullition, ce qui est un peu bancal parce qu'à ma connaissance, on peut la repérer que en tête de colonne pendant les distills et c'est pas méga précis. Également densité, pour ça on fait de la volumétrie. En gros, on pèse un volume qu'on mesure et on a la densité. On peut mesurer par l'indice de réfraction. Il y avait quoi d'autre? Et après, il y avait des spectres Raman et infrarouge. Ok, donc c'est tout un tas de trucs. Il faut savoir qu'en plus, parmi les mélanges qui me sont proposés, on m'indique qu'il faudrait que j'en fasse au moins 2 sur les 4, sachant que quasiment tous utilisent des produits qui sont méchants, genre des trucs cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, genre du dichlorométhane. Le toluène, je suis quasiment sûr que c'est CMR, il faudrait que je vérifie. En tout cas, c'est pas ouf. Voilà, je crois que c'est CMR. Donc c'est pas une folie de faire tout ça. Donc j'essaie de trouver quelques alternatives, mais il n'y a pas d'alternative facilement remplaçable pour le toluène, donc je suis obligé de partir dessus. À la limite, j'aurais pu remplacer par le benzène, qui est encore plus CMR, donc non pour le benzène. Donc j'essaie de faire les mélanges les moins toxiques. Donc je crois que je fais acétane, toluène. Non, attendez, je vais retrouver exactement. Bon, au pire, c'est pas très grave si je retrouve pas. Mais donc, ouais, c'est un peu la sauce. Ok, voilà. J'avais acétate d'éthyle toluène 50-50. J'avais acétate d'éthyle xylène, je crois que c'était 50-50. Mais je crois que xylène, c'est encore plus cancérigène que toluène, donc j'ai pas fait. Un truc avec du diclo, du coup, j'ai pas fait. Et enfin, acétone toluène 30-70, encore du toluène. Donc, moi, j'ai choisi de faire le mélange 1, acétate d'éthyle toluène 50-50, et le mélange 4, acétone toluène 30-70. Ok. L'idée, c'est qu'on fout tout dans un ballon de 100 ml, on réalise 50 ml de mélange, on distille et voilà, on analyse nos bases. Premier problème, comme j'ai dit, colonne simple ou colonne de vigreux. Pour ça, je pense que c'est un montage qui était extrêmement discriminatoire pour tous les gens qui ne préparent pas, puisqu'en fait, il y a un site internet qui s'appelle VLeCalc, qui calcule automatiquement des diagrammes binaires à partir des composants que vous mettez dedans, et en fonction de l'allure du diagramme, ça vous permettra de savoir si vous avez un azéotrope, si vous avez un mélange qui est miscible, pas miscible, si vous avez un fuseau simple, bref, ça vous permet de savoir énormément de choses. Et honnêtement, s'il n'y a pas ça, en fait, vous savez pas s'il faut prendre une vigreux ou une simple. Moi, du coup, je vois qu'il y a des beaux fuseaux tout idéaux qui apparaissent pour acétate d'éthyltoluène et acétone toluène. Donc, je prends une vigreux. Mais en plus, la vigreux au labo, eh bien, il n'y en a aucune qui est de la bonne taille pour le ballon. Il n'y a pas d'adaptateur, donc on est obligé de faire un truc un peu maison.
Il n'y a rien en haut de la colonne pour mettre le thermomètre. Donc heureusement que j'ai insisté auprès des techs pour qu'ils aillent me chercher tout ça. Parce qu'en gros, ils m'ont encouragé à prendre une colonne simple. Donc j'aurais été un étudiant qui ne connaît pas VLE Calc, j'aurais été cooked seconde 1. Parce que du coup, j'aurais eu n'importe quoi. Donc heureusement que j'ai pensé à faire tout ça. Et globalement, j'ai eu du mal pendant cette préparation à faire mon protocole imposé comme il faut, parce qu'il est galère, parce que je sais pas trop donner de la tête. En même temps, je fais très vite mon plan au tableau, très vite mes feuilles de présentation des manips. Je essaie le plus possible de superviser mes techs pour vérifier que tout se passe bien, etc. Je leur demande régulièrement si tout va bien, si ça va, ils se sentent bien. Je leur dis qu'ils ont besoin de faire des pauses, qu'ils n'hésitent pas, machin. J'essaie d'être le plus cool possible. Mais voilà, c'est un peu galère. Parmi les techs d'ailleurs, malgré le fait, comme j'ai dit, que j'ai essayé d'être le plus présent possible, il y a forcément des trucs que je rate. Et typiquement, il y a quelques maladresses que les techs peuvent faire, parce que voilà, c'est des gens, ils sont humains, ils sont là toute la journée. Et donc bah voilà, parfois ils font des bêtises. Et évidemment, c'est toujours de notre responsabilité, hein, puisque les techs sont sous notre responsabilité. Donc s'ils font mal un truc, bah, c'est de notre faute. Mais c'est des choses dont il faut être conscient. Typiquement, là, les techs m'avaient demandé de noter tout un tas de consignes que je voulais qu'ils réalisent. Donc je le fais. Enfin, je le fais, pardon. Et en fait, je me rends compte, genre à 10h, non, j'abuse un peu, mais du coup, en gros, à 8h, quoi, à la moitié de ma prépa, qu'ils n'ont pas regardé les consignes que je leur ai notées. Je sais pas, bref, en tout cas, ils l'ont pas vu. Donc, du coup, j'ai bien fait de leur demander si, est-ce que vous avez bien vu les consignes, est-ce que vous avez des soucis? Ah, vous les avez pas vus, d'accord, qu'est-ce que vous avez pas fait? Ça, c'est grave, ça, c'est pas grave, ça, faites-le s'il vous plaît, ça, tant pis. Donc typiquement dans la manip de la benzoïne, il y a un changement de couleur, ça passe de bleu à vert je crois, et j'aurais bien aimé pouvoir faire en sorte que les techs prennent une vidéo de ce changement de couleur que j'aurais fait montrer au jury. Du coup ils l'ont pas fait, c'est pas très grave. Donc voilà, après il y a quoi d'autre? De temps en temps on va vous appeler pour des trucs aussi. Donc moi il y avait un tech qui essayait de extraire une phase orga avec une phase orga. Et du coup il n'arrivait pas à extraire. Et donc il a passé 5 minutes avant de me dire je comprends pas. Donc voilà, parfois faut pas hésiter vraiment à aller les voir. Pour éviter que voilà, ils perdent du temps ou whatever. Donc essayez d'être le plus présent possible. Les deux derniers maladresses qu'ils ont fait, la première c'était à 5 minutes de la fin de mon montage, j'entends oh, j'espère que t'as pas ajouté de l'eau, sinon faut tout recommencer. Moi je lève la tête, la personne dit ah non, mais j'allais le faire, merci de me le dire. Moi j'étais là vraiment en me frottant les mains, en disant bon, no stress, pas de stress. Et enfin, ça c'était pas, c'est un excès de zèle qu'ils ont fait, mais qui est un peu backfire. Ils ont donc c'est eux qui font les spectres RMN et infrarouge, et ils ont sur un spectre RMN voulu faire les intégrations à ma place, et ils ont intégré le pic du solvant. Du coup bon, quand le jury m'a dit mais pourquoi ce pic du solvant est intégré, là, je me suis retrouvé un petit peu à devoir dire non mais oui mais en fait c'est une erreur mais machin. Donc bon, il faut avoir conscience que voilà, ils font pas tout bien parfaitement. Mais malgré tout, c'est vraiment des gens qui sont adorables. Moi, j'ai une équipe qui était vraiment super sympa. J'ai passé vraiment 4 bonnes heures avec elles, qui étaient vraiment super cool. Vraiment, elles apportaient le sourire. Dès qu'il y avait une question, elles étaient là pour m'aider. Limite, de temps en temps, comme j'ai dit, elles ont fait tout un tas de trucs qu'elles n'auraient pas dû faire, comme intégrer mes spectres RMN. Donc vraiment, c'est juste que voilà, c'est des gens, ils sont humains. Parfois, ils font des erreurs. Parfois, ils font des trucs que vous leur demandez pas super aussi. Vous aussi, vous ferez des erreurs. Du coup, voilà, c'est nul besoin de surstresser vis-à-vis de ça. Il faut juste avoir conscience que c'est des gens qui sont faillibles, tout comme vous. Et donc, il fait quand même à vous de surveiller à peu près, ou en tout cas de double-check tout ce qu'ils font. Et ça me semble important de le mentionner ici, au cas où des candidats libres passent ici, et que vous tombez sur des techs qui font pas tout parfaitement, que vous soyez pas surpris quoi. Mais voilà, globalement, c'est des gens vraiment super. Et je les remercie si jamais, par hasard, les techs que j'ai eu passent par là, parce que vous avez été super pour mon montage. En tout cas, donc voilà, le temps passe vite, j'ai pas non plus le temps de vérifier, d'analyser tous les spectres qu'on me donne, donc je sais que je vais devoir un peu analyser les spectres infrarouges et RMN au talent de mon jury. Et puis bon, en fait, très vite, 10h10 arrive. C'est très particulier parce que vraiment, vous êtes en train de faire des trucs et tout, vous êtes en train de manipuler, le jury rentre dans la salle, c'est salut, bonjour, donnez-moi votre pièce d'identité, vous pouvez commencer. Donc il n'y a aucun temps mort, il n'y a pas 5 minutes pour souffler, il n'y a pas, voilà, y a rien. Donc vraiment, là, j'étais en panique, en train de me dire, ah là là, il faut que je fasse ça. Parce qu'en gros, les trucs que j'aurais voulu faire et que j'ai pas eu le temps de faire, regardez les spectres RMN, histoire de pas me rendre compte devant le jury que le pic du solvant est intégré. Utiliser le réfractomètre pour mesurer l'indice de réfraction de mes phases de distil, j'ai pas eu le temps de le faire. Et faire des incertitudes sur les densités. Parce que du coup, il n'y a pas d'incertitude dans mon montage, je savais comment faire, j'ai pas eu le temps de le faire. Et j'avais vraiment peur d'être pénalisé fortement là-dessus. Mais bon, j'ai pas le temps de faire tout ça, donc je me dis, bah tant pis, je le ferai en live si j'ai le temps. Et le jury rentre dans la salle et bam, ça commence directement.
Globalement, comment se passe le montage? Il vous laisse en fait donc le montage, hein, globalement, vous allez présenter vos trucs, le jury va vous harceler de questions, pendant que vous présentez. C'est dur de pas forcément se laisser distraire parce que parfois les questions sont dures, vous n'avez pas la réponse, parfois ils l'ont pas non plus. L'idée c'est vraiment de discuter avec le jury, mais la majorité des points de ce que j'ai compris du barème sont alloués à la manip et pas à la discussion. Donc si vous restez 1h20 dos à la paillasse en train de discuter avec le jury, même si vous dites des trucs super intelligents, et ben vous aurez une note moisie. Et donc c'est dur de penser à bien manip tout en répondant à des trucs, parfois on n'a pas la réponse, de pas stresser, c'est galère. Moi je pense que, et pour ça, ils vous laissent un petit peu respirer, pendant les 5 premières minutes de votre présentation, ils n'ont pas le droit de vous poser de questions, pour que vous puissiez un peu vous mettre dans le bain, et voilà, vous mettre sur de bons rails. Je pense que pendant les 5 premières minutes, ils captent très vite que je suis un élément en tout cas un élève qui a préparé, voire je vais oser dire un bon élève, notamment parce que voilà, je leur sors un peu le truc pédago vis-à-vis du protocole imposé, je leur sors très vite via le calque, je leur justifie très vite différents trucs que j'ai pu faire, et donc voilà, je pense que très vite ils captent que je suis un bon élève, c'est pour ça qu'ils vont me poser des questions très dures, ils vont notamment me dire est-ce que ça pose, par exemple, j'ai noté tout un tas de questions, ils vont me demander est-ce que ça pose souci de faire une distillation sous hotte. Donc moi je leur dis que j'ai des produits qui sont toxiques, donc il faut que je le fasse sous hotte. Ils me disent oui, on est d'accord, mais dans l'absolu. Et en gros, du coup, la réponse à laquelle ils voulaient que j'arrive, c'est oui, parce que, en fait, à cause de la convection engendrée par l'aspiration de la hotte, on refroidit la colonne de distill. Et donc on la ralentit. Voilà. Et donc ça pose problème. C'est dur. Enfin, je sais pas. J'ai réussi plus ou moins, après avoir discuté avec eux 3 minutes, à comprendre là où ils veulent en venir, à sortir la bonne réponse. Mais là, on me demande de faire de la physique sur un truc que j'avais jamais réalisé. Et la majorité des choses qu'on voit juste en distill, c'est des escaliers sur le diagramme binaire. Donc c'est des questions qui sont pas évidentes du tout. Et je pense que c'est très facile de paniquer complètement. Bon voilà. Pareil, on me demande est-ce qu'on peut faire une distill d'un mélange homogène sans colonne de Vigreux? Et évidemment, on entend une distill qui marche, hein, pas je mets une colonne simple et j'ai un truc complètement bancal dans mon distillat. Donc oui, avec un ruban serpentin apparemment. Après, on me pose des questions de thermo, genre c'est quoi un mélange idéal, qu'est-ce qu'il faut pour tracer un diagramme binaire, puisque du coup j'ai parlé du diagramme binaire et je dis qu'on avait une tête de mélange idéal. On me demande à quoi ça ressemble l'évolution de la température en tête de colonne de distill avec le thon. Donc je dis qu'idéalement c'est censé être des plateaux, puisqu'on est censé distiller une espèce après l'autre. En fait apparemment ça fait un truc un peu bizarre, genre la température monte puis elle redescend, puis j'ai pas tout compris, mais voilà c'est bizarre. Je récupère des trucs avec, donc je récupère mon produit de distill avec une éprouvette. On me demande qu'est-ce qu'on met en général, donc on met des pieds de vache ou des ballons. On me demande l'intérêt, machin. Bon. On me pose également des questions sur les spectres et les puretés de mes produits vis-à-vis des spectres que j'ai. Donc voilà, des questions qui sont là un peu plus classiques. J'essaie de parler des incertitudes. On a l'occasion d'avoir une discussion avec le jury là-dessus. Je pense qu'ils ont capté que je savais faire. Incertitude sur la balance, incertitude sur l'éprouvettes. Je leur ai parlé des distributions que j'aurais pris. Donc quelle précision, quelle distribution, quelle formule pour combiner tout ça. Je leur ai parlé de gamme MC. J'ai essayé de faire en sorte qu'ils voient que je sais comment on fait, mais je ne l'ai pas fait. Et ça, je vais revenir, ça a été pour moi le gros point d'angoisse sur le montage. Globalement, les deux trucs qui ne sont pas très bien passés sur l'élément imposé, c'est petit 1, le réfracto n'a pas marché. Je sais pas pourquoi, je voyais pas. J'ai, je pense, eu les bons réflexes, vérifier que la lampe était bien allumée, mettre un peu plus de liquide, vérifier qu'il y avait les caches qui étaient ouverts pour faire entrer de la lumière. Je voyais toujours rien, bon tant pis, il fallait passer à la suite. Le deuxième truc, c'est que j'ai perdu beaucoup de temps au début, et c'est pour ça que j'aime pas les montages de distill, parce que le jury arrive, du coup vous lancez votre distill, vous commencez à raconter votre vie au jury, et vous priez pour que quand vous arrivez devant votre montage de distill, la distillation soit lancée. Moi elle n'était pas lancée, elle a mis 10 minutes avant de se lancer, et pendant 10 minutes, j'étais là à raconter ma vie au jury, sans montrer aucun geste expérimental. J'aurais peut-être dû dire pendant que ça se lance, attendez, je vais vous montrer une réfracto sur un truc que j'ai fait tout à l'heure. J'aurais peut-être dû faire ça, je l'ai pas fait, j'ai pas pensé. Ce qui fait que j'ai pas eu le temps de montrer une réfracto qui marche, bon ok. Surtout j'ai perdu du temps où je manipais pas. Et donc j'étais un peu en retard, genre moi on m'a dit que c'était bien de faire 30-35 minutes sur l'élément opposé. Là j'étais à 35, on m'encourageait à passer à la suite. J'étais pas en retard, j'ai fait 35 minutes sur la distill, mais le jury m'a enclin à passer à la suite. Et donc ça me faisait peur de perdre des points sur la gestion du temps. Parce que le jury vous force à passer à autre chose. Donc bon, c'était les gros points noirs selon moi sur la distill. Et en même temps, le jury m'avait posé des questions difficiles où j'avais pas les réponses. Maintenant, bon, j'avais pas montré 50 gestes non plus, mais j'avais pas non plus 50 milliards de gestes intéressants à montrer là-dessus. J'ai réussi à pas faire la grosse erreur de mettre une colonne simple. J'ai eu un discours à peu près cohérent, je pense qu'ils ont vu que j'étais bon. J'ai essayé d'insister un peu sur la pédago de la chose, parce que c'est pour moi le but de mon protocole. Donc je pense que j'ai marqué des points là-dessus. Bon voilà, ils ont vu que
connaissez le truc en incertitude. Bref, je me dis que j'ai fait un élément imposé qui est un peu moyen, mais que c'est pas nul non plus, même si j'aurais pu, je pense, faire mieux. Et surtout, je me dis que je vais pouvoir marquer des points sur l'élément libre, puisque de toute manière, j'ai beaucoup plus préparé l'élément libre que l'élément imposé pendant ma préparation. Et donc, on passe à l'élément libre juste après. J'ai pas de transition entre l'élément libre et l'élément imposé. C'est pas obligatoire d'en avoir une. Moi, j'aime bien, je trouve que ça fait très élégant. Là, j'ai pas réussi à en trouver une. Bon, bah, c'est pas grave, hein, j'en trouve pas. Un autre truc que j'ai pas trop, c'est de transition entre mes deux manifs. Parce que bah ouais, ok, j'oxyde en chimie organique, c'est vrai. Donc je vous montre une oxydation, je vous montre une deuxième oxydation. Mais il me manque un lien, il me manque une transition. Donc bon, du coup j'essaie de la placer sur le niveau. Puisque donc j'avais placé mon oxydation du citral en L2, parce que c'est que des réactions qui sont vues en L2 et les gestes sont très ok. Et la benzoïne par le cuivre, je l'ai placé en L3, parce que c'est le mécanisme un peu plus dur, et on a des fioles de garde, donc c'est un peu plus dur en geste. Donc j'essaie de justifier le fait de placer l'une en L2 et l'autre, enfin l'une en grand 1 et l'autre en grand 2 par le niveau, et de transitionner entre mes deux manips en disant ok, on va avoir une autre oxydation et de niveau plus compliqué. Bon, je sais pas trop à quel point c'est passé, à quel point ça a fait catalogue, c'était le truc qui m'embêtait un peu. En tout cas, je fais une introduction, je pense, de mon élément libre qui est assez clean. Je suis au tableau, je définis ce que c'est la synthèse, l'intérêt de la synthèse, je définis ce que c'est le nombre d'oxydation. Je prends deux exemples, le méthane et le CO2, pour montrer différents nombres d'oxydation. Je le fais en live au tableau, hein, ça je ne l'avais pas préparé. Donc voilà, je pense que le jury apprécie. Du coup, je leur explique ce que c'est une oxydation. Je leur explique également ce que c'est la chimie orga. Et donc, je leur dis juste, ok, on va commencer par oxyder un alcène. Globalement, en plus, ce qui est vraiment bien avec le deux manip que j'ai choisi, c'est qu'il y en a un où on fait un liquide. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des traitements de liquide, c'est-à-dire la classique extraction liquide-liquide, lavage, séchage, rota, et puis des spectres RMN et infrarouges. Et pour le deuxième, comme on a un solide, on va avoir la classique essorage, suivi de Bancoffler. En plus de ça, il fallait que je cale une CCM sur l'un des deux. Donc moi j'avais choisi de caler la CCM sur la benzoïne, parce que je me disais que j'aurais un peu moins de gestes à montrer, parce que j'avais juste un essorage et une analyse de Bancoffler. Alors que pour le citral, j'avais l'extraction et tout un tas de trucs. J'aurais aussi pu faire le réfracto sur le citral, mais bon, finalement, j'ai pas eu le temps de le faire, donc c'est pas très grave. Puisque de toute manière, le réfracto, je peux réussir à le faire marcher. Et globalement, ça se passe bien en termes de gestes. Donc mon extraction, je la réussis. Je crois qu'il y a un moment, juste j'ai lavé une seule de mes deux phases. C'est-à-dire que j'ai extrait deux fois et j'ai lavé qu'une seule des deux. Bon, ils ont pas l'air d'avoir tiqué. Je pense qu'ils l'ont pas remarqué. Dans le pire des cas, voilà, c'est vraiment purement une erreur de inattention parce que je suis stressé en train de parler avec le jury. Bon, ils l'ont pas vu, je crois. En tout cas, on m'a pas fait de remarques là-dessus. Donc tout va bien. Sinon quoi, et pareil au niveau du cuivre. J'avais laissé le montage pour montrer le système des ficelles de garde et leur montrer comment ça marche. J'avais essoré, l'essorage s'est bien passé. La CCM s'est passé nickel. Et le Bancoffler, je l'ai fait vraiment au dernier moment. Genre à 1h16 de montage sur 1h20, je suis en train de faire mon banc. Mais ça marche trop bien. Un autre truc qui est pratique avec la benzoïne, c'est que comme le Bancoffler, il faut l'étalonner avant, mais que l'étalon dans ce cas-là, c'est la benzoïne. En fait, vous n'avez pas besoin d'étalonner, parce que vous synthétisez votre étalon. Voilà, c'est pratique. Donc ça permet de gagner encore un petit peu de temps. Globalement, au niveau des questions, un peu en vrac, il me demande s'il n'y a pas une erreur de mécanisme sur l'oxydation de la benzoïne, et non, il n'y en avait pas. Le jury a confondu oxydation et réduction. Je ne sais pas si c'était de bonne guerre, enfin si c'était vraiment un truc sincère, ou si c'était pour me déstabiliser. Je pense que c'était sincère. Bon, ça aurait pu me déstabiliser. En tout cas, moi j'étais à peu près sûr que le mécanisme était bon. Donc voilà, je leur ai montré, ils étaient d'accord. Comme il y avait des sous-produits, on m'a demandé si c'était vraiment rendement, puisque j'avais calculé mes rendements, j'étais autour de 50% à peu près. Donc non, c'est pas rendement, c'est taux de conversion. On m'a parlé de l'intérêt du lavage. Sur quel principe ça se basait? Donc pour moi, le lavage, j'ai dit ça aux gens de ma prépa à grec toute l'année, et les gens étaient moyen convaincus, mais pour moi, c'est la même chose. Pour moi, le lavage, c'est une histoire d'osmose. Au fond, c'est exactement la même chose, c'est des histoires de potentiel chimique avec un truc qui est tellement saturé qu'il va venir attirer, enfin du coup c'est de l'osmose inverse, il va venir attirer la phase aqueuse. J'ai prononcé le ospose, les trois jurys étaient hyper convaincus, donc voilà, enfin des gens qui me comprennent, j'ai du bol là-dessus. On m'a demandé si je pouvais sécher avec autre chose que sulfate de magnésium, donc je leur ai dit sulfate de sodium. On m'a demandé pour un étudiant s'il fallait plutôt que je conseille, enfin qu'est-ce que je conseillerais à un étudiant et qu'est-ce que je dirais à un étudiant de choisir entre sodium et magnésium. Il me semblait que sodium ça pulvérulait pas. Apparemment si. Donc, du coup je leur avais dit magnésium ça pulvérule, sodium non, donc je choisissais magnésium. Apparemment sodium ça pulvérule aussi. Donc du coup sûrement le moins cher, je sais pas lequel c'est. Comment être sûr de ne pas perdre du produit dans MgSO4 après filtration, on remet de l'éther et on agite. Qu'est-ce que vous noteriez sur le compte-rendu de TP de vos étudiants? À quel point c'est pertinent de noter un rendement? Est-ce qu'un mauvais rendement, ça signifie forcément qu'on a mal manipulé? Dans ma tête, un peu.
Mais d'un côté, là, j'avais un rendement, enfin, le bouquin annonçait un rendement jusqu'à 90%. Moi, j'avais 50%, mais c'est pas moi qui avais fait la manip. Du coup, je voulais pas jeter mon tech sous le bus en disant oui, et si j'ai un rendement pourri, c'est que la tech a mal manipulé. Donc j'ai dit non, 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 alors un rendement mauvais, c'est que parfois on manipule bien, parce que c'est pur quand même. Donc bon, voilà. Je sais pas à quel point ça les a convaincus. On m'a demandé l'intérêt des devoirs maison à l'heure de l'intelligence artificielle. Voilà. Bon, voilà. Comment marche le révélateur au Paranizaldéhyde, puisque j'ai révélé ma plaque au Paranizaldéhyde. Donc ça, c'était un peu difficile. Moi, il me semblait que c'était un truc qui oxydait, comme MnO4. Mais apparemment, non. Donc, je sais pas trop. Bon, voilà. Intérêt de filtrer sur papier plissé ou sur coton, intérêt des fioles de garde, donc voilà, j'ai tout expliqué. Pourquoi est-ce que c'est régiosélectif, est-ce que H2O2 c'est métastable, pourquoi la lead ne se fait pas oxyder à l'air, je sais pas. Au programme de PC, vous avez dit que MCPBA, vraiment, vous avez dit qu'il y avait MCPBA pour oxyder des alcènes. Est-ce que c'est la même régiosélectivité qu'H2O2? Non, c'est l'inverse. Bon voilà, et après, est-ce qu'on peut voir la régiosélectivité en infrarouge? On peut. Et on m'a aussi posé des questions sur la saturation de la cuve en CCM. Et ça, je ne savais pas. Donc j'ai juste dit que c'était pour que l'évolution se passe bien. Bon, voilà, à voir si... je pense que j'ai un peu parlé chinois ici. Globalement, les deux trucs marrants que j'ai dit ici. Enfin, deux trucs marrants. Premièrement, j'avais dit que je mettais de la soude dans ma fiole de garde pour neutraliser le monoxyde d'azote. Dans le protocole, ils mettent de la décaline, c'est un gros alcane toxique, cancérigène, je sais pas pourquoi ils mettent ça. Moi j'ai mis de la soude, parce qu'il me semblait dans l'année qu'un pote à moi avait mis de la soude, et qu'il avait dit ouais j'ai mis de la soude pour neutraliser le monoxyde d'azote. Très bien, je mets pareil. Et là le jury me dit mais comment est-ce que ça marche la neutralisation du monoxyde d'azote par la soude? Et là je me retrouve un peu bête, parce qu'en fait je sais pas. Et en fait je pense que ça neutralise rien du tout. Je pense que le monoxyde d'azote ça réagit pas avec la soude. Donc je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je sais pas pourquoi quand mon pote m'a dit ça j'ai pas tiqué. Mais bon, tant pis. Dans tous les cas ça fait l'effet d'au moins faire servir de bulleur quoi. Et après, mon citral, il était jaune, mon produit. Ils m'ont dit pourquoi votre produit il est jaune et moi je savais pas. Donc j'ai dit bah en vrai c'est toujours jaune en orga. Et c'est vrai, c'est souvent commun en orga d'avoir des trucs qui deviennent jaunes parce que je sais pas, il y a une petite portion du produit qui s'oxyde à l'air. Et c'est suffisant pour donner une couleur très jaune à votre produit qui s'oxyde à l'air et qui a du coup fait un système conjugué d'alcène qui absorbe dans le visible et qui rend jaune. Bon, c'est sûrement ce que j'aurais dû dire. Moi j'ai un peu paniqué et j'ai juste dit bah je sais pas, c'est toujours jaune en orga, ça fait marrer le jury, ça fait marrer mes profs, voilà c'est super. Globalement, je suis sorti du montage, pareil, il était après je pense, selon mon chrono, j'ai parlé pendant 1h18, bon, je sais pas s'ils ont le même que moi, et j'ai fait 1h18 et pas 1h20 parce qu'on est un peu pressé. Ah oui, et j'ai ouvert sur la réduction en chimie orga. Ok. Globalement, j'ai beaucoup parlé sur le montage, je suis désolé, j'avais beaucoup de choses à dire. Globalement, si je devais donner une impression à chaud sur le montage, enfin à tiède, je me disais, ok, en vrai, je pense que j'ai fait un bon montage, dans le sens où j'ai coché, je pense, la majorité des attendus. J'ai bel et bien fait 3 manips, j'ai bel et bien eu 2 manips qui étaient dans mon thème d'éléments libres, j'ai bel et bien montré des gestes variés, et je les ai plutôt bien montrés, modulo le réfracto qui a déconné, je sais pas pourquoi, j'ai normalement bien montré mes gestes. Et d'un côté, de l'autre côté, en termes de gestion de temps, j'étais dedans, mais ils m'ont à chaque fois un peu dit là il serait temps de passer à la suite. Je comptais le faire, mais ils m'ont dit quand même. Donc j'avais peur de perdre des points en gestion de temps. J'ai pas fait d'incertitude, mais mon montage s'y prêtait pas. Mais j'en ai pas fait. Et là, typiquement, je me disais du coup, imaginons qu'il y ait genre 4 points sur 20 dédiés aux incertitudes. Est-ce que j'ai 0 sur 4 parce que j'en ai pas fait? Est-ce que j'ai 1 sur 4 parce que j'en ai parlé et qu'ils ont vu que je savais comment faire, mais que je l'ai pas fait? Ou est-ce que j'ai un point de bonus parce que comme mon montage chiffrait pas, c'était pas dans le barème, mais comme j'en ai parlé quand même, j'ai un point de bonus? Je savais pas. En même temps, j'ai répondu aux questions à peu près comme il fallait, mais il y en a beaucoup, j'avais pas les réponses, mais on a vu que c'était pas le principal non plus. Donc bon, en termes de sécurité, j'étais ok, je crois. Bon voilà, j'avais un plan qui se tenait, mais j'avais peut-être des transitions qui auraient pu être un peu meilleures. Bon, je me disais que globalement, j'avais fait un truc qui ressemblait quand même bien à un montage, que c'était sûrement pas parfait, maintenant c'est jamais parfait le jour J. Moi j'avais pour objectif à l'oral, j'ai oublié de le dire, mais d'avoir au moins, je me disais si j'ai triple 15 à l'oral, ou plus, je suis content. Je savais que ce serait dur, je savais que ce serait potentiellement pas accessible, mais je me disais voilà, mon objectif à l'écrit c'était de dire ok, j'ai au moins 3 x 17, mon objectif à l'oral sera de me dire j'ai au moins 3 x 15. Et si je fais ça, je serai content de mon année d'acrylique. Et donc là je me disais est-ce que j'ai 15 ou pas? Je pensais que je serais un peu à la limite. Pour moi c'était pas indécent de me mettre 15-16, c'était pas indécent de me mettre 14, parce que pas d'incertitude, quelques gestes qui marchent pas tout le temps les réponses, bon voilà. Donc je me disais ok, malgré tout je pense que j'ai fait un bon montage, surtout c'est l'épreuve qui me stressait le plus, et au moins j'en suis débarrassé. Maintenant, les 2 épreuves qui me restent, qui sont pas forcément plus simples, hein, mais au moins les préparations sont moins intenses que celle-ci.
Donc voilà, c'était la conclusion sur le montage de chimie. Et donc normalement j'espère, la dernière fois que j'ai à faire de toute ma vie cette épreuve du démon, j'espère que vraiment c'est loin de moi tout ça. Ensuite, j'ai donc eu, comme je vous ai dit, 24 heures de pause. Donc ces 24 heures de pause, voilà, c'est la détente. On rentre sur Paris, on mange, restaurant sur restaurant, vraiment, le budget qui fond comme neige au soleil, on ne s'en occupe pas. Là, voilà, on est roi, on se laisse tout permis. J'avais quelques potes qui étaient là, j'ai pu les voir. Donc vraiment, c'était super. Je peux dormir super tard, genre à minuit, parce que demain je commence à 14h. Je peux me lever super tard, genre 11h, parce que demain je commence à 14h. Vraiment, c'est la folie. C'est la petite journée détente, hein, vraiment le rayon de soleil au milieu des oraux. Et assez vite, je repars pour la leçon de chimie. Donc le lendemain, convoqué 14h15, préparation 14h30, 18h30, et passage 18h30, 19h50. La leçon de chimie, c'est globalement, je pense, un exercice que je réussissais pas si mal pendant l'année, mais comme on n'avait pas de notes, on avait juste des appréciations, c'est difficile pour moi de juger vraiment à quel point j'avais des très très bonnes leçons, des leçons qui étaient bonnes sans plus. Ici, je tombe sur... Ah oui, et juste, il y a quelques trucs qui m'angoissaient beaucoup en leçon de chimie. Globalement, il y a des thèmes, je vais pas dire des thèmes bidons, il y a des thèmes que personne prépare, en gros, et si vous tombez dessus, bah tant pis. Il y a des thèmes de biochimie, de chimie indus, et quelques thèmes après qui sont, on va dire quelques leçons très précises, genre liquide ionique, ça fait mal, tout ce qui est colloïde, ça fait mal. En gros, chimie industrielle, j'ai beaucoup bossé, donc je me disais si ça tombe dessus, je suis bien, parce que j'ai moyen de faire une bonne leçon. Je sais où trouver les ressources et j'ai compris comment ça marchait. Biochimie, c'est chaud. J'ai les bouquins, je sais où trouver les infos, mais j'ai vraiment des connaissances limitées. C'est pas une leçon de bioche de base, ça va être chaud. Genre si c'est pas comment marchent les protéines, c'est compliqué quoi. Enfin, qu'est-ce qu'une protéine plutôt. Liquide ionique, c'est chaud, je sais pas où trouver les infos. Et colloïde, c'est turbo chaud parce que colloïde, j'ai raté le cours sur les colloïdes parce que j'étais malade. Voilà. Donc c'était compliqué. Il y a certains sujets où je savais que j'étais un peu dans la difficulté. À l'inverse même, tout ce qui est orga, je trouve que c'est galère à faire en leçon. Alors que c'est un peu, je pense, mes plus grandes forces, sinon de manière générale, parce que c'est dur de faire du catalogue en orga. Donc bon voilà, j'étais pas forcément... Bon, c'est une épreuve que je pouvais un petit peu quand même appréhender. Maintenant, la prépa est censée être très tranquille. 4 heures pour faire une leçon sans manip, normalement c'est tranquille. Donc en même temps, voilà, ça s'annonçait une prépa assez chill. Je suis tombé sur le sujet. Le thème autour de le domaine plutôt, autour de la classification périodique des éléments. En thème, évolution des propriétés des atomes, et en élément posé, modèle de Slater. Ce qui veut dire donc qu'il faut que je fasse une leçon sur l'évolution des propriétés des atomes dans la classification périodique, où je mentionne des classifications périodiques des éléments, et où je parle du modèle de Slater. C'est bien comme ça qu'il faut que je le tourne. Il faut que je fasse une leçon sur l'évolution des propriétés, dans laquelle je mentionne le modèle de Slater. Et je serais tenté de faire l'inverse, une leçon sur le modèle de Slater dans laquelle je mentionne l'évolution des propriétés. C'est bien dans l'autre sens qu'il faut que je le fasse. Bon, globalement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça si je défriche un petit peu le sujet? Globalement, ici, je vais être amené à... Parce qu'en fait, qu'est-ce que le modèle de Slater? Le modèle de Slater, c'est en gros l'approximation de l'écrantage. C'est ce qui intervient lorsqu'on doit résoudre l'équation de Schrödinger polyélectronique pour les atomes polyélectroniques. Globalement, cette équation de Schrödinger n'est pas résoluble de façon analytique. Lorsqu'on a plus d'un électron, donc pour l'hydrogène on peut, pour le reste on peut pas. Et donc là on a deux approximations qui arrivent, monoélectronique et Slater, qui nous permettent d'avoir des résolutions approchées, et en gros d'avoir des orbitales atomiques pour les atomes qui sont polyélectroniques. Moi il faut donc que je parle de ça, et qu'ensuite, déduisant ce modèle de Slater, je sois capable de traduire des évolutions de propriétés des atomes. Typiquement, pour moi l'évolution qui me vient instantanément c'est le rayon atomique, puisque à partir de l'écrantage, on est capable de comprendre de façon un peu avec les mains pourquoi est-ce que le rayon évolue comme ça. Donc je me dis, ok, bah voici à quoi va ressembler ma leçon. Grand 1, ça va être en gros modèle de Slater, et grand 2, ça va être en gros évolution de propriétés sous couvert de, regardez, on connaît le modèle de Slater. Ce qui va potentiellement être galère, c'est que ça fait peut-être un peu juxtaposition de éléments posés puis thème. Mais d'un côté, je peux pas vraiment faire l'inverse sur une leçon comme ça. Je vois pas trop ce que je peux faire d'autre parce que de toute façon, j'ai besoin du modèle de Slater pour parler de l'évolution des propriétés. Donc je suis obligé de faire l'un puis l'autre. Je peux pas les imbriquer l'un dans l'autre. Donc bon. Et donc je pars assez vite sur ce plan de leçon en me disant j'espère que j'aurai le temps de faire tout un tas de propriétés et qu'en gros le modèle de Slater ne me prendra pas trop de temps. Il se trouve que ça m'en a pris beaucoup, mais on verra plus tard. Ensuite, il se trouve que j'avais aussi du bol parce que j'avais préparé une leçon assez similaire pendant l'année, mais cette fois-ci c'était en gros formation des orbitales atomiques. Donc c'était résolution de l'équation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène.
Donc là, c'est pas exactement la même leçon que j'ai préparée pendant l'année. Et quand je dis préparer, c'est préparer et passer, hein. J'étais passé devant mes profs et devant les autres gens de ma promo sur cette leçon. Donc je l'ai vraiment préparé en 4 heures entièrement, etc. Donc là, c'est pas exactement la même chose que je fais, mais en gros, c'est le chapitre suivant. Ça va y ressembler pas mal. Je vais de nouveau traîner avec les équations de Schrödinger et tout le tralala. Ok. Donc l'avantage, c'est que j'avais plutôt bien réussi la leçon que j'avais faite pendant l'année, mais j'avais eu deux gros soucis. Le premier, c'est que je connaissais pas les programmes qui ont changé depuis que je suis passé en prépa, et donc typiquement là-dessus, ça a changé. Et donc en gros, je m'étais mis en PC, j'avais fait un full hors sujet. Et deuxième truc, c'est que il faut savoir, c'est un petit piège, mais c'est comme ça, la configuration électronique des éléments est vue en seconde maintenant jusqu'à la troisième période. Il voit les 1S2, 2S2, il voit tout ça, mais il voit pas les nombres quantiques, mais il voit 1S2. Au lieu de voir KLM, maintenant ils voient ça. Et ensuite, ils ne font rien en première terminale, ils ne font rien en PCSI, là où avant on avait les nombres quantiques, Kleczkowski et tout ça. Et par contre, là, ils font tout ça en PC, avec derrière tout jusqu'à LCAO. Ok. Donc maintenant que je connais tout ça, je me dis ok, c'est super, je connais le programme, c'est un gros avantage que j'ai. Donc en gros, qu'est-ce que je fais en leçon Je vais pas forcément détailler tout de façon ultra exhaustive, parce que je pense que je ferai un jour, peut-être en début d'année prochaine, une vidéo où je montrerai comment construire une leçon d'agrég, en tout cas comment est-ce que moi je construisais mes leçons d'agrég. Encore une fois, j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, et je pense que je prendrai cet exemple-là, donc eh bien, je montrerai à partir du sujet comment est-ce que je réfléchis et que j'arrive à construire une intropéda qui tient la route et un plan qui tient la route. Mais en gros, hop, attendez, je retrouve ce que j'ai fait. En gros, je me suis mis en L2, en chimie théorique, j'ai fait un élément de mes calculs, comme ça ils voient tout ce que c'est une fonction de nombre hamiltonien, Schrödinger, tout ça. 2, les atomes monoélectroniques, comme ça on fait l'atome d'hydrogène, on voit les nombres quantiques, on voit les règles de remplissage, on voit tout un tas de trucs, on voit les fonctions d'onde, on voit tout. 3, l'atome polyélectronique, c'est ce que je fais. Et enfin, 4, on verrait les molécules avec LCAO et les fragments et tout ça. Concernant les atomes polyélectroniques, on ferait grand 1 les approximations et le rayon atomique, parce que j'aurai le temps de traiter que ça aujourd'hui. Et enfin grand 2, les évolutions des propriétés énergétiques, genre énergie d'ionisation et tout ça, donc des trucs assez spectroscopiques qu'on ferait et que j'aurais voulu traiter là, mais que j'aurais pas le temps de traiter là. En termes de prérequis, on n'a pas 50, quasiment que des prérequis qui viennent de la leçon précédente, enfin en tout cas du cours précédent. Donc électron de cœur, électron de valence, configuration électronique, Schrödinger, hamiltonien, voilà. Bon, les objectifs, difficultés, tout ça, je ne vous détaille pas forcément tout. Globalement, mes sources principales, ça va être le tout en un PC étoile. Il y a pas mal d'infos. Donc moi, je vais un peu jongler entre la partie propriété et la partie atome électronique. Donc moi, là, je vais coller et qui dans le duo sont faits de façon séparée avec un chapitre au milieu. Je vais ensuite me baser sur le Atkins, chimie physique, la classique, et sur le poly du prof que j'ai eu, donc le poly de Nicolas Chéron, qui est trouvable sur le site de Cariophyllène, qui est un site officiel trouvable sur le site de la grecque. Ok, c'est mes 3 sources principales. Globalement, je vais choisir en fait de baser cette leçon sur la distinction entre atomes polyélectroniques et ions hydrogénoïdes, et particulièrement sur l'évolution des rayons de ces deux systèmes. Donc ce que je vais faire, et en fait j'ai passé beaucoup de temps à faire ça, c'est que j'ai codé un peu Python, que initialement j'ai repris d'internet, pareil du site Cariophyllène, je crois qu'il a été fait par Sylvain Betou initialement. Mais en fait bon, c'est moi qui l'ai quasiment fait en entier, parce que j'ai tellement changé de trucs qu'au final ce code c'est quasiment le mien. Et en gros, ce que j'affiche sur ce code, c'est l'évolution de la densité radiale de proba. Donc en gros, on voit le rayon qui émerge pour les ions hydrogénoïdes. Et donc j'ai fait ça pour hélium, lithium, beryllium. Donc on voit que plus Z augmente, plus le rayon de l'ion hydrogénoïde diminue. Ce qui est logique parce qu'on augmente le nombre de protons, donc l'électron s'approche. Et enfin, je juxtapose juste à côté un graphe où j'ai fait pareil, mais pour les atomes polyélectroniques. Et cette fois-ci, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'hélium qui est à une certaine distance, on voit le lithium qui est plus loin, et on voit le beryllium qui s'approche. Donc on voit que quand on passe de 2 à 3, le rayon augmente, mais quand on passe de 3 à 4, le rayon diminue. Ça va me servir à montrer que sur une période, le rayon diminue, mais d'une période à l'autre, le rayon augmente. Ce qui se comprend bien avec ce terme. Donc j'introduis un peu là-dessus, j'explique qu'actuellement on sait faire des ions hydrogénoïdes et que voilà, ça prédit qu'on a des rayons qui vont diminuer indéfiniment, alors qu'en fait on voit que ça évolue en dents de scie, donc je balance un graphe, on voit que le rayon évolue en dents de scie, et donc on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le rayon évolue de façon aussi chaotique dans le tableau périodique des éléments. Donc je commence par réaliser le traitement quantique de l'atome polyélectronique, je précise pourquoi est-ce que le problème est irrésoluble, c'est l'occasion pour moi de faire la position un peu précise du problème, donc je précise qu'on a un atome qui est dans le vide, sans interaction, avec un noyau fixe,
Donc je prends un atome précis, je choisis de faire ça parce que je me dis que ce sera mieux que de traiter Z protons, Z électrons. Donc j'ai choisi de m'intéresser au beryllium. Ce qui est bien, c'est qu'il est à la fois suffisamment loin pour que ce soit pas aussi évident que l'hydrogène, mais en même temps il n'est pas trop loin pour que j'ai 50 000 électrons à considérer. Je détaille les approximations, mode électronique, Slater, j'explique comment est-ce qu'on passe d'un Hamiltonien à 4 Hamiltoniens en mode électronique, les expressions des étoiles, je définis l'écrantage. Et enfin, je parle de l'évolution des propriétés, donc je définis les charges effectives, donc ça c'était dans le Duno, donc le tout en un, et je définis les rayons avec les petites formules A0 n carré sur Z étoile. Je montre l'analyse de l'évolution de R en cohérence avec celle de Z étoile, et donc je mets un petit code Python voilà, pour comparer les deux rayons, on voit que ça évolue différemment, et donc voilà, je précise tout ça. Globalement, je pense que ma leçon tient la route. Je pense, je me dis ok, de toute façon en vrai, ça me gêne un peu d'avoir donné une place aussi grande à l'élément imposé, et surtout d'avoir fait une juxtaposition élément imposé puis thème. En fait, ce qui me gêne, c'est que j'aurais eu thème, modèle de Slater, élément imposé, évolution des propriétés, bah, j'aurais en gros fait la même leçon. Mais d'un côté, j'ai beau me tourner la tête dans tous les sens, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre sur ce thème-là que la leçon que j'ai fait là. Donc ça me semble être le plus accurate, donc je me dis ça va. En termes de questions, le jury va vous poser un tiers de questions didactiques, un tiers de questions pédagogiques et un tiers de questions disciplinaires. Donc questions disciplinaires, en gros, c'est des questions scientifiques, donc ça va juste être qu'est-ce que vous connaissez. Pédagogique, c'est comment est-ce que vous enseignez ce que vous enseignez. Et didactique, c'est qu'est-ce que vous enseignez et pourquoi vous enseignez ça et pas autre chose. Il faut savoir qu'également, il y a une chose que j'ai oublié de dire, auquel le jury est particulièrement sensible, ça vaudra également le coup en physique, c'est la notion de modèle. Pour eux, en chimie comme en physique, il y a des modèles, et l'enseignant se doit de connaître les hypothèses du modèle et les limites du modèle. J'ai donc essayé de plus possible de mettre l'accent là-dessus dans ma leçon, de dire, ok, voici le modèle de Slater, voici les hypothèses qu'on fait, et éventuellement voici quelques limites de validité. Ok, donc je vous invite à faire ça, c'est écrit dans le rapport de jury, le jury est très très sensible. Au niveau des questions, alors j'ai pas tout noté, encore une fois, globalement on m'a demandé quelle était l'unité en abscisse de mon programme Python, donc c'était l'unité atomique, donc c'était en rayon de bord. On m'a demandé le nom de l'approximation pour les noyaux fixes, donc j'avais mis une petite perche, un petit hameçon, voilà, j'avais pas précisé que c'était l'approximation de Born-Oppenheimer, je voulais qu'on me pose la question. On me demande s'il y a des problèmes pour le modèle de Slater. Donc moi je parle de l'amalgame entre les électrons S et P, pas de distinction. Il y a quelques trucs auxquels je ne sais pas répondre. Typiquement les rayons que j'ai affichés qui viennent d'un tableau que j'ai trouvé dans le Duno. On me demande si c'est des rayons expérimentaux ou théoriques et je ne sais pas. Parce qu'ils ne correspondent pas aux rayons que je pourrais calculer avec la formule que j'ai balancée. Donc je suis honnête, je leur dis voilà, j'aurais aimé avoir le temps de m'en informer, j'ai pas eu le temps. Comme c'est pas ceux qui sont donnés par la relation, s'ils sont théoriques, ils se visent un modèle plus complexe, donc typiquement qui prend en compte une distinction SP. J'aurais aimé me renseigner et devant des élèves, je l'aurais fait. Là, j'ai pas eu le temps, voilà, je suis désolé. Donc je pense que c'est la meilleure réponse à donner. On me demande, on va un petit peu me chercher sur les MKQ. Comme j'ai parlé d'Hamiltonien et que j'ai parlé d'une fonction d'onde, on vient me chercher sur la notation de bracket. Donc on me demande, d'habitude c'est vu comment, qu'est-ce que c'est un ket, donc je leur explique que c'est un vecteur, je leur explique que H c'est une matrice. On me demande qu'est-ce que c'est le fait d'avoir là comme ça le produit scalaire entre le psi et j'ai oublié le nom, le hermitien, j'ai oublié, bref, le conjugué de psi. Donc je leur dis que ça revient à faire un produit scalaire entre le conjugué de la transposée du vecteur et lui-même. Ça fait une matrice 1,1, ça fait un scalaire, c'est une projection, tout ça ils sont très contents. Et c'est globalement là-dessus qu'ont lieu mes questions scientifiques. Concernant les questions didactiques, donc qu'est-ce que j'enseigne et pourquoi je l'enseigne? On me demande l'intérêt de coder pour le chimiste. Et pas seulement que c'est pratique parce que ça permet de représenter des trucs plus facilement, mais vraiment, est-ce que le code peut permettre aux chimistes de comprendre ou d'apprendre des choses? Donc là, moi j'ai insisté sur le fait que, regardez, on est obligé de donner du sens à ce qu'on fait. Cette fonction-là, je l'appelais R10 parce qu'on est en train de faire l'orbital 1s. Celle-là, R20 parce qu'on fait l'orbital 2s, machin. Bon, donc, je ne sais pas à quel point c'était convaincant. On m'a demandé si je devais faire la leçon au niveau L1, j'aurais fait comment. Donc, en gros, j'ai dit que j'aurais fait ce qui était au programme en PCSI à l'époque. Donc j'aurais viré toute la partie mathématisée de ma leçon et j'aurais juste fait nombre quantique, orbital atomique, forme des orbitales, etc. Mais juste on admet les choses. Est-ce que le numéro atomique effectif, c'est une propriété? Donc là, on a eu un peu le débat. C'est quoi une propriété? C'est quoi une caractéristique? Bon, moi, ce que je me suis dit, je ne sais pas à quel point c'est vrai, c'est qu'une caractéristique, c'est une information sur quelque chose. Et une propriété, c'est une information sur quelque chose qui traduit un comportement. Ou qui traduit, en tout cas, qui engendre quelque chose d'autre. Et donc, le rayon, c'est clairement une propriété. La charge atomique effective, donc le Z étoile,
Caractéristiques, propriétés, je sais pas trop, parce que d'un côté, ça engendre le rayon. Bon, voilà, c'est dur à dire. Encore une fois, on a eu une discussion. Je leur dis que c'était surtout de la sémantique et limite du blabla de scientifique, quoi. Bon, c'était pas le plus important, je pense. On m'a demandé donc les limites du modèle de Slater, c'était la deuxième fois qu'on m'a demandé ça. Donc voilà, j'ai dit amalgame entre les électrons S et les électrons P, qu'il y avait un modèle plus précis que je connaissais pas, que j'avais pas eu le temps de me renseigner dessus. Est-ce que ça marche Slater? J'ai dit oui, ça marche bien parce qu'on l'utilise souvent. Et on m'a demandé s'il y avait des vérifications expérimentales du modèle de Slater, et donc ouais, par des données spectroscopiques que j'ai pas eu le temps de présenter, mais qu'on verrait au cours suivant. Enfin, en termes de questions pédagogiques, on m'a notamment demandé comment faire pour que les élèves viennent en amphithéâtre. Donc là, j'ai précisé un petit peu, on est d'accord, on ne parle pas de mettre 0, afin de faire une interro en début de cours et de mettre 0 à tous les absents, parce que sinon, évidemment, tout le monde est obligé de venir. Non, on parle bien d'avoir un cours tellement intéressant que les élèves viennent d'eux-mêmes. Bon, je dis qu'il n'y a pas de réponse absolue, sinon les gens le feraient et tous les élèves viendraient. J'ai dit qu'en même temps, j'étais pas sûr de ce que j'allais avancer parce que j'étais pas prof, mais que je pense que le but c'est d'avoir un cours un peu dynamique, s'il n'y a pas trop de monde dans la classe, d'essayer de faire participer les élèves au cours pour les rendre actifs dans l'enseignement, et puis essayer de multiplier les supports pour faire des changements de rythme et intéresser les élèves, ok. On m'a demandé l'avis de ChatGPT pour que les élèves puissent s'aider à coder. Donc qu'est-ce que c'était mon avis là-dessus? Moi je leur ai dit que c'était ok, donc ils comprenaient ce qu'ils faisaient, parce que de toute manière personne, à ma connaissance, quand il faut faire un programme Python, part d'une page vierge et code tout lui-même. Je crois qu'on part de trucs qui existent déjà pour voir que les rédactions, etc. Et que le but c'est de comprendre comment les fonctions marchent pour pouvoir les réutiliser, les adapter comme on veut. C'est ce que je fais, je leur ai dit, j'étais honnête, c'est ce que j'ai fait. À ma connaissance, c'est ce que tout le monde fait. Et donc, il n'y a pas de souci entre chercher un programme sur Internet, le recopier et le modifier tellement qu'à la fin c'est le nôtre, ou demander à GPT de nous balancer des trucs préfaits qu'ensuite on modifie. Pour moi, c'est pareil. Mais ce qui est important, c'est que les étudiants soient capables de modifier, de comprendre le code et de l'adapter comme ils veulent. Au final, ce que j'ai fait pendant la leçon. Est-ce que j'avais pas peur que, est-ce que j'avais pas peur que les maths effraient un peu les chimistes, puisqu'en effet j'ai balancé quelques équations, tout ça. Donc même si j'ai pas fait de maths selon moi, parce que j'ai écrit l'équation de Schrödinger, c'est vrai, j'ai écrit l'égalité de ce que valait l'hamiltonien pour montrer qu'on avait un problème à n corps, parce que dans le terme interaction électron-électron, il y avait trop d'interactions à prendre en compte. Donc ça, c'est vrai que je l'ai fait, c'est des maths. J'ai essayé de leur préciser que pour moi, le but, c'était que les étudiants comprennent le sens physique et chimique qu'il y a caché derrière les choses, mais qu'on ne fait pas de la physique quantique, on fait de la chimie quantique. Donc pas besoin de détailler les calculs. Preuve en est, on n'a pas résolu l'équation de Schrödinger après avoir réutilisé l'approximation. Quelque part, on a juste vulgarisé, on a juste regardé un petit peu. Donc pour moi, c'était pas vraiment des maths, et c'est pour ça que j'ai essayé de les faire comme ça. Que si jamais ils auraient fait, normalement ils auraient déjà vu tous les outils mathématiques que j'utilise lors du premier cours, où on voit ce que c'est un hamiltonien, ce que c'est une fonction de monde, etc. Et que s'ils ont besoin, on peut éventuellement faire de la remédiation, je peux leur filer les sources, je peux faire une séance de méthode sur les maths. Bon voilà. Et c'était, je crois, globalement les questions qu'il y a eu sur la leçon. Donc on voit que, bon, c'est souvent, je pense plutôt à faire... ah oui, il y a une dernière question que j'ai oublié de noter. On m'a demandé, ouais, ce cours, vous l'auriez fait comment le jour J? Et moi j'avais dit, je pense que j'aurais fait ça en polyatro. Parce que il y a beaucoup de trucs à écrire, je sais pas si c'est pertinent que les étudiants écrivent tout. Bon voilà. Bon, on a eu toute une réflexion sur à quel point le polyatro c'est bien ou pas. Bon, encore une fois, moi j'essaie à chaque fois de leur dire, j'ai jamais été prof, donc peut-être que je tenterai de faire ce cours en polyatro. Si je vois que ça marche pas, je tenterai autre chose. Je suis pas du tout sur un absolu. Au fond, c'est surtout parce que ce cours-là, je l'ai eu quand j'étais en PC à polyatro, du coup ça me semble être un bon moyen d'enseigner la chimie, parce qu'en PC si j'avais une prof qui faisait des polyatro et que ça marchait bien pour moi, donc forcément c'est un truc que j'ai retenu comme étant pas mal, mais en vrai j'en sais rien, peut-être ça marchait pour moi, ça marche pas pour les autres. Donc bon, voilà, on a toute une discussion là-dessus. Je suis sorti de la leçon en me disant, ok, globalement, je pense que ça s'est bien passé encore une fois, je pense que ça s'est même peut-être très bien passé, parce qu'en vrai, globalement, ma leçon était solide. Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose de plus à faire que ce que j'ai fait. Ils m'ont posé quelques questions, mais j'avais vu une leçon de chimie auparavant, quand j'étais allé voir des oraux d'autres candidats, où ils avaient pris sa leçon de A à Z, ils l'avaient retournée dans tous les sens et ils posaient 5 questions par sous-partie, ce que moi ils n'ont pas fait, donc ce qui veut dire que c'était sûrement plus clair et qu'ils avaient moins de questions à poser là-dessus, donc c'est bien, je crois. Et au niveau des questions, il y a des moments où je me dis, ok, je sais pas si j'ai bien répondu, mais d'un côté, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Je pense que le but, c'est surtout qu'ils voient si on a une réflexion particulière en tant qu'enseignant, si on pense les choses en fait, et si on a des réflexions à peu près cohérentes. Au fond, de toute façon, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse dans ce que je dis.
Et je pense que leur but, voilà, c'est juste de voir est-ce qu'on réfléchit ou pas. Et si c'est le cas, je pense que j'ai réfléchi comme il faut. Et donc ouais, je sors de la chimie en me disant, mais en fait, je pense que j'ai pas trop mal réussi mon oral de chimie. Et ce qui est bien parce que c'est l'oral le plus coefficienté, etc. Évidemment, j'ai en partie parce que j'ai tombé sur un truc assez proche pendant l'année, mais également parce que du coup j'ai été capable de bien le travailler, de réinvestir tout ce que j'avais appris. Donc ça c'est pas mal du tout. Et donc il est 20h et je sors de la leçon de chimie. Entre la chimie et mon dernier oral qui était la leçon de physique, il n'y a en fait quasiment pas eu de temps. J'ai eu à peine 13 heures entre vraiment ma sortie et mon entrée de convoque. C'est très court. Globalement, je suis resté à Darsonval, enfin je suis resté à Saint-Maur. Je suis allé à l'Intermarché remanger les sandwichs triangles et reboire des yaourts parce que j'avais toujours pas de cuillère. Il se trouve que là, je commençais un peu à paniquer parce que moi, je m'étais dit, mon objectif cette année, c'est de faire dans le top 10 de la grille. Et en fait, à ma connaissance, j'avais l'impression d'avoir plutôt bien réussi mes 3 écrits. En vrai, j'en sais rien, j'avais pas mes notes à l'époque, mais j'avais l'impression d'avoir plutôt bien réussi. J'avais l'impression d'avoir pas trop raté mon montage, où je pense que je pouvais taper autour de 15, et d'avoir pas trop mal réussi ma leçon. Je me disais, je peux peut-être taper 17-18. Et donc là me vient une terrible pensée, la pensée de me dire, mais en fait, si ça fait 5 épreuves que je réussis bien sur 6, je suis à une épreuve de réussir 6 épreuves sur 6. Et donc je suis à une épreuve de faire le sans faute. Et si je fais un sans faute, bon, ça veut dire que je ne vais être classé qu'avec les gens qui réussissent également 6 épreuves. C'est dur de réussir 6 épreuves. Et donc en fait me vient en tête le fait que si je réussis aussi très bien ma prochaine épreuve, je suis peut-être aux portes de faire un très très bon classement. Osons-nous rêver, peut-être premier, mais à minima un très bon classement. Et au fond, c'est pas très intéressant de faire un très bon classement en agrég, c'est surtout une histoire d'ego. En vrai, on s'en fout, l'important c'est de l'avoir. Mais reste que le fait de envisager cette perspective, ça fait que ça commence à me faire un petit peu paniquer parce que ça me fait déchiller. Je perds le côté tranquille, tu vas chercher du pain. Je peux plus aller chercher simplement du pain. C'est là que je suis en train de me dire, je suis en train de jouer potentiellement le fait de taper très 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 haut. Donc ok, j'essaie de pas trop rentrer dans ces histoires-là. En plus de ça, j'essaie vraiment de décompresser un maximum en sortant et de penser à autre chose que mon concours. Mais pour pas oublier les questions qu'on m'a posées, j'essaie de prendre en note l'oral. Sauf qu'en même temps, pendant que je prends note l'oral, il est rapidement tard, il est rapidement 22h, 22h30. Il faut que j'aille me coucher et j'aimerais bien prendre une vraie pause où je ne pense pas du tout à l'agrég entre le moment où je arrête de faire le compte rendu et le moment où je vais me coucher. Sauf que demain, je dois me lever tôt, genre à 8h. Là, il est déjà 22h, 22h30, donc il faudrait que je tarde pas à me coucher. En même temps, je suis encore en train de taper mon compte rendu. Donc du coup, j'ai choisi de ne pas terminer mon compte rendu ce soir-là. C'est pour ça qu'en question, c'est un peu lacunaire. Parce que du coup, j'ai beaucoup oublié parce qu'il y a la physique qui est passée entre-temps. Et forcément, je me souvenais plus des questions de physique. Mais en même temps, du coup, je termine un peu tard et je me dis que bon, c'est compliqué parce que voilà. Donc bon. Donc c'est honnêtement un soir qui est pas top. J'ai du mal à me détendre, ce qui fait que je me couche plus tard que ce que j'aurais prévu. Finalement, en fait, un peu comme la 3e épreuve écrite de cette année, hein, où je m'étais couché plus tard au moment de la 3e épreuve écrite. Mais bon, parce que je vais traîner sur mon tel. In fine, je vais dormir que 8h, 8h30, ce qui est moins que les 9h, 9h30 que j'aurais aimé avoir. Mais bon, on espère que ça passera quand même. J'ai un peu plus de mal à dormir également, en tout cas à m'endormir, parce que voilà, je suis quand même encore un peu plus dans le stress, dans l'agrég, dans le fait de me dire, mais en fait, je suis potentiellement pas loin de faire un très très gros truc. Le lendemain matin, je me réveille. Globalement, j'arrive quand même à passer une nuit qui est très ok, hein. Je pense que je dors quand même genre 8h, donc tout va très bien. Le lendemain matin, je me réveille, je suis toujours un peu stress là, le fait de me dire, mais en fait, je suis potentiellement pas loin du truc. Et j'essaye de me maintenir chill, j'essaye de continuer de danser, j'essaye de continuer, mais c'est dur. C'est dur. J'arrive à l'oral, il y a un truc qui me rassure un petit peu, c'est que je tombe sur des gens qui sont stressés de fou. Vraiment, il y a quelqu'un qui était tellement stressé que quand on était en train d'attendre le sujet dans la bibliothèque, qu'il y a la préparatrice qui lui a dit mais calmez-vous, mais calmez-vous. Donc moi à côté, je me disais ok ça va, en fait je suis peut-être pas si stressé que ça. Et je pense que j'arrivais très bien à masquer mon stress aux autres. Ce qui fait que j'ai réussi un peu à masquer mon stress à moi-même également. Je sais pas à quel point ça a du sens, mais je pense que j'ai un peu réussi à m'auto-convaincre jeudi matin qu'en fait moi ça allait, je stressais pas trop. Mais bon, je tire mon sujet, pareil, je me dis là en physique, globalement je pense que je suis à l'aise à peu près partout, mais j'ai pas envie de tomber sur des sujets genre STL, SPCL, qui sont des sujets très techniques, que je maîtrise, en tout cas qui sont des programmes que je maîtrise un peu moins. Je suis bon en physique et je brillerai plus si on me donne un truc très très compliqué que si on me donne un truc très simple. Et donc je voulais si possible un truc très compliqué. Je vais tomber sur de la mécanique en domaine, loi de frottement solide de Coulomb en thème, et mon élément imposé, c'est simple, je ne l'ai
pas compris. Je vais l'expliciter un petit peu après. Et mon niveau, c'est 2 premières années du supérieur. Donc en gros, PCSI ou PC L1 ou L2. Là, globalement, on voit directement. Je vais me placer en méca, en L1 ou en PCSI. Je vais faire le loi de Coulomb après avoir fait la cinématique du point, le PFD. Le loi de Coulomb, c'est ce qui vient directement après. Et puis ensuite, par la suite, on fera les raisonnements énergétiques, on fera théorème du moment cinétique et puis force centrale. Voilà, on expédie. Éventuellement celui d'orientation si je me mets en prépa, je crois que c'est toujours au programme. Mais bon, je me suis mis en L1, donc j'en avais pas à m'en occuper. Voilà, on comprend à peu près. L'intropéda, elle va pas être très dure. Globalement, loi de frottement solide de Coulomb, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Hein. Bah voilà, ça me prend 10 minutes max de parler de loi de frottement solide de Coulomb. Le temps d'expliciter les lois et éventuellement de rajouter quelques trucs, un peu de culture G. Enfin, un peu de culture G. Le temps de enrichir un petit peu cette partie, parce que c'est quand même le thème de ma leçon. Donc non, ce qui va vraiment définir la leçon que je fais, c'est mon élément imposé. Et en fait, je pense que je me suis trop précipité sur l'élément imposé, et que j'ai pas pris le temps de suffisamment voir ce que c'était. Dans le sens où, en gros, de mémoire, j'ai 2 documents. J'ai 2 documents, il y a un document, j'ai un code Python. Un code Python où, en gros, si je rentre quelques valeurs, genre de vitesse et de position initiale, ça va me tracer l'évolution de la position et de la vitesse dans le temps et le portrait de phase du système masse-ressort qui oscille à l'horizontale et qui frotte sur une surface. Okay. En même temps, j'ai un document sur lequel on me présente cette situation physique, masse-ressort qui frotte horizontalement, et on me dit qu'on m'encourage à traiter la résolution de ce cas physique en statique et en dynamique, parce que ça devrait m'aider à traiter la leçon de loi de frottement solide de loi de Coulomb. Donc je me dis, ok, je vais donc très bien, eh bien résoudre l'exercice. J'ai mon bazar ressort masse horizontalement, et je vais utiliser le code Python au milieu. Le truc, c'est que je me demande si en fait, donc là mon élément imposé, il semblerait que ce soit traiter la situation masse-ressort, mais d'un côté il est marqué qu'on m'encourageait à le faire, et qu'on m'encourageait si possible à le faire en statique, en dynamique. Du coup, bah, mon élément imposé, c'est quoi en fait? Est-ce qu'il faut que je traite vraiment la situation physique masse-ressort, et en statique et en dynamique? Est-ce que si je le fais que dans l'un des deux, c'est bon? Est-ce que je peux faire complètement autre chose? Est-ce que par contre il faut vraiment que je fasse le code Python? Mais si je fais une autre situation physique, est-ce que je peux faire un autre code Python? Et est-ce que dans ce cas, mon élément imposé, c'est le portrait de phase qui est tracé sur le code Python? Portrait de phase qui, en fait, si c'est ça, c'est un peu la cata, parce que le portrait de phase, ça se cale très très mal dans une leçon de loi de Coulomb, selon moi. Et je prends pas suffisamment le temps de me poser ces questions, ce qui va me mettre dans un état de stress un peu profond plus tard, mais on va y revenir. Ensuite vient la question de la manipulation. Qu'est-ce que je fais comme manip là-dessus? Je check un peu, notamment sur le site de Saclay, je me rends compte que dans le bélier, il y a une manip sur la loi de Coulomb. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une surface, on met une surface de verre par-dessus, on incline et on regarde l'angle à laquelle la surface est en train de tomber. Et à partir de cet angle, on peut remonter le coefficient de frottement statique. C'est des résolutions de calcul, ça se fait très bien. Bon, je peux faire ça comme manip. L'idée du bélier, c'est de montrer que ce coefficient de frottement statique, donc l'angle, hein, parce que du coup le coefficient vaut tangente alpha, donc l'angle qui tombe là, ne dépend pas de la masse, c'est-à-dire que si je mets une plaque de verre, puis une deuxième par-dessus, je tombe au même angle, et ne dépend pas non plus de la surface de contact. Donc si je mets ma plaque comme ça, je tombe au même angle aussi. Donc c'est sympa, c'est stylé, c'est l'occasion de montrer quelques propriétés sympas, sauf que je me sens assez mal de faire cette manip. Dans le sens où j'ai peur que mesurer un angle ce soit galère, je sais pas trop comment faire, en termes d'incertitude je sais pas trop comment je vais faire non plus, donc je me sens pas trop de faire cette manip là. En baladant dans le Duno PCSI de physique, je tombe sur une manip qui consiste à simplement mesurer la constante de raideur d'un ressort et en même temps confirmer la loi de Hooke. Donc à savoir que la force du ressort c'est K, facteur de L moins L0. Je tombe sur ce truc là. Et je me dis pourquoi pas? Parce qu'en fait, c'est une manip que je sais faire très facilement et je me sens complètement de le faire. En gros, c'est juste vous accrochez le ressort au plafond, vous mettez une masse, donc du coup, votre ressort va s'allonger et vous mesurez la longueur du ressort. Vous blottez tout ça dans un Grécy et je me dis, mais je sais tout faire. Je vais mesurer avec une règle la longueur de mon sort. Mon incertitude, ce sera le millimètre de ma règle. La masse, je vais juste mesurer la masse de mon sort, enfin la masse de mes masses, pardon, à la balance. Et mon incertitude, ce sera ce qui est affiché sur la balance. Je plotte tout ça dans un Grécy, je vais avoir une droite. Je sais comment choper une incertitude sur le coefficient directeur de la droite en prenant en compte les incertitudes sur les longueurs et sur les masses, donc c'est super. Je vais être capable derrière de remonter du coup l'incertitude sur la constante de raideur. J'ai un z-score
que je peux faire, parce que sur la boîte où il y a tous les ressorts, bah, j'ai une constante de Redor qui est indiquée. Et je peux même derrière, donc je peux faire très très quantitatif, et je peux même derrière essayer de vérifier l'hypothèse du ressort de masse nulle en vérifiant que la masse de mon ressort est inférieure à toutes les masses que j'ai accrochées à ce dernier. Donc j'ai, en vrai, une manip qui est parfaite. Sauf que ma leçon, c'est loi de Coulomb. C'est pas loi de Hooke, c'est pas ressort. Et donc, je me pose et je me dis, ok, est-ce que je fais ça? C'est risqué. C'est risqué parce que je risque un hors-sujet de zinzin. Mais en même temps, si je me débrouille bien, ça peut peut-être passer. Et à ce moment-là, moi, je suis pas en train de me dire, est-ce que je fais mon élément posé ou pas? Je suis juste en train de me dire, est-ce que je fais une leçon qui est dans le thème ou pas? Donc je réfléchis et je me dis, ok, voici mon plan d'attaque. Mon plan d'attaque, ce serait de faire, attendez, je vais vous noter exactement. Grand 1, non, c'est pas ça. Ok, bon, ce serait de faire, tac, 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 voilà, j'y suis. J'y suis. Grand 1, modélisation de la situation. Je ferai petit a, description du système. Je parlerai de mon système masse, ressort, horizontal qui frotte. J'expliquerai que j'ai réaction du support et poids à la verticale, force de rappel du ressort et force de frottement à l'horizontale. Ça me permet de faire le schéma. Je dis, ok, oui, mais pour étudier la force de frottement, il faudrait que j'étudie la force de rappel, que je ne connais pas. Donc petit b, loi de Hooke, et j'étudie la force de rappel du ressort. Ok, donc là j'ai fait ma manip, c'est l'occasion de choper la loi de Hooke et de vérifier tout ce que je vous ai dit juste avant. Transition. Maintenant que je connais la force de rappel du ressort, je peux analyser la force de frottement. Donc grand 2, frottement solide. Petit a, loi de Coulomb. Donc là, blablabla, je balance tout ce que je connais sur la loi de Coulomb. Et enfin, petit b, je vais pouvoir commencer à étudier mon système physique, maintenant que je possède toutes les lois intéressantes. Et donc je vais commencer par traiter le cas statique, et si j'ai le temps, je traiterai le cas dynamique. Le cas statique, il est intéressant pourquoi? Parce qu'il permet de montrer qu'avec des frottements solides, on a un truc qui apparaît, qui est assez contre-intuitif, qui est une zone d'arrêt. Les lois physiques vous décrivent que, sans frottement, vous avez une seule position d'équilibre stable pour le système masse-ressort. Si vous rajoutez des frottements fluides, vous avez également une seule position d'équilibre stable. Mais les frottements solides vous prédisent que vous avez un ensemble de positions d'équilibre stable. Un ensemble infini. Bon, c'est contre-intuitif, c'est contre-intuitif. C'est inhabituel. Et les lois de Coulomb prédisent ça. C'est un truc qu'on peut vérifier expérimentalement. Je me dis, banco, je vais baser ma leçon là-dessus. Donc je vais introduire en disant, les gars, je sais pas si vous avez vu, mais on connaît ce que c'est les frottements, genre on sait ce que c'est. Comme je vais faire des frottements solides autant que je parle du curling, c'est le classico des exemples du frottement solide. Donc voilà, je montre une vidéo de curling, tiens regardez, il frotte. On sait pourquoi, avec les modélisations physiques qu'on a fait jusqu'à présent, on n'est pas capable de comprendre pourquoi le palais s'arrête, et on n'est pas non plus capable de comprendre pourquoi est-ce qu'il frotte le balai. En vrai, on le sait, parce que c'est quelque chose du langage commun, c'est les frottements qui font que le palais s'arrête. Okay. Mais du coup, les frottements, on n'est pas capable de les modéliser. On n'est pas capable de les comprendre. Et en particulier, regardez, donc du coup j'ai fait le montage masse ressort sur une feuille de papier devant le jury. Regardez, il y a une zone d'arrêt, qui est un truc qu'on n'est pas non plus capable de comprendre. Donc, je vais insister sur la modélisation. On va modéliser, on va chercher à modéliser des lois de frottement solide, et on va regarder si de cette modélisation découle le comportement contre-intuitif qu'on observe, c'est-à-dire le comportement de zone d'arrêt. En tout cas contre-intuitif, comportement qu'on n'était pas capable de modéliser auparavant. Donc ça c'est mon intro. Mon plan, je vous l'ai globalement fait. Et du coup, c'est l'occasion, à la toute fin, de revenir sur la notion de zone d'arrêt, de résoudre mon système masse-ressort en statique, de montrer qu'on a bien une zone d'arrêt en fonction de si le ressort est tendu ou compressé. Donc c'est super, ça marche très bien. Et là, j'utilise le code Python, puisque du coup, à partir du portrait de phase, en changeant quelques conditions initiales, je peux montrer qu'on a en effet le portrait de phase qui peut s'arrêter pour tout un tas de positions différentes. Et donc c'est comme ça que j'utilise mon code Python, et c'est comme ça que j'utilise mon portrait de phase, uniquement pour montrer que j'ai un ensemble de positions d'arrêt à l'état final. C'est un peu tiré par les cheveux, on s'entend, mais d'un côté j'utilise le code Python, j'utilise le portrait de phase. Bon, je me dis vas-y, est-ce que je tente ça ou est-ce que je tente pas ça? Et en vrai, je suis peut-être un peu débile, j'en sais rien, mais je me dis vas-y banco. Tu prends le risque de te faire avoir méchamment parce que tu fais hors sujet, mais d'un côté, si ils acceptent que c'est pas une leçon hors sujet, tu fais une leçon qui est a priori vraiment bonne parce que tu vas montrer que tu es capable de faire de la modélisation comme il faut en décrivant ton système, en précisant tout un tas d'hypothèses, genre que le référentiel il est supposé galiléen, que tu réduis ton système à un point matériel, donc tout un tas de trucs qui montrent que tu modélises. Tu fais une manip top, que tu maîtrises très bien, et sur laquelle tu auras des incertitudes, des anticorps, enfin vraiment le panaché.
Tu vas pouvoir raconter ma vie sur le lot de Coulomb, parce que je vais pouvoir évidemment parler des différents systèmes, mais je vais également pouvoir parler de qu'est-ce que dépend les coefficients de frottement statique et dynamique. Puisqu'en effet, un malsens, c'est le loi de Coulomb. Donc autant que je donne un maximum d'informations sur le loi de Coulomb. Typiquement, autant que je donne eh bien, de quoi dépend le coefficient de frottement statique, de quoi il ne dépend pas également. Typiquement, il ne dépend pas de la masse, il ne dépend pas de la surface, ça je l'ai vu, donc autant que j'en parle un peu. Donc voilà, en même temps, autant que je dise que ça provient d'interactions électrostatiques microscopiques, autant que je raconte un peu ma vie là-dessus. Et après, j'aurai eh bien, la partie zone d'arrêt à la fin pour conclure ma leçon. Donc je me dis, ça peut se tenir. Globalement, c'est ce que j'ai fait. Donc bon, je vous ai déjà un peu décrit la leçon que j'ai faite. Tout s'est très bien passé, j'ai pas eu de soucis, vraiment tout a marché nickel. Si je devais être autocritique sur cette leçon, en fait, je pense que c'est... Je ne vais pas encore parler de la séance de questions, mais je pense que c'est une très très bonne leçon que j'ai présentée. Vraiment, le seul souci, c'est est-ce que je suis dans le sujet ou pas. Et en pour et en contre, ma manip n'a rien à faire là, mais j'ai essayé de la caler le plus naturellement possible en justifiant le fait de devoir faire cette manip pour pouvoir étudier les frottements. Donc on va dire que je l'ai bien enrobé. J'ai parlé franchement comme il faut des lois de Coulomb, donc Malson qui est dans le thème de Coulomb, je pense que je rentre parfaitement dans le thème, parce que le début, je justifie mon étude par le frottement, je termine par le frottement, je mets du frottement au milieu et du frottement partout, donc je pense que ma leçon rentre parfaitement dans ce thème-là. Et mon élément imposé, si c'est traiter la situation masse ressort, je l'ai fait. Si c'est traité en statique ou en dynamique, j'ai eu le temps de le faire en statique. Et honnêtement, j'aurais voulu le faire en dynamique, mais c'est vraiment le temps qui m'en empêche. Et je pense que c'est dur de faire les deux, et de parler de lois de Coulomb, et de faire une manip en même temps. Donc je me dis, je pense que je ne serais pas pénalisé si j'ai fait que l'un des deux. Et concernant le code Python, je l'ai utilisé, je l'ai exploité. J'en ai parlé en intro, je l'ai déjà un peu montré en intro, parce que je me dis, ça se trouve, mon élément imposé, c'est le code Python. Et comme je suis censé faire 5 minutes dessus, je pense pas que j'arriverai à faire 5 minutes dessus à la fin, donc parce que c'est juste regarder son code Python quoi. Donc autant que j'en parle un peu au début et que j'en parle un peu à la fin. Quitte à me répéter, au moins ce sera l'occasion de en cumuler et avoir l'impression que j'y ai passé beaucoup de temps. Peut-être un peu un artifice quoi, mais je me dis voilà, au moins le jury retiendra l'élément imposé. Ah non mais oui, il en a parlé 2 fois et une fois de façon très extensible, donc vas-y ça va. Et donc c'est ce que je choisis de faire pour le code Python. Et si par hasard c'est le portrait de phase mon élément imposé, ouais c'est un peu tiré par les cheveux, parce que je l'exploite sans l'en parler plus que ça, mais bon au moins j'ai un peu exploité mon truc. Donc voilà, je sais que je vais être un peu à la limite, je sais qu'honnêtement c'est vraiment pas indécent si jamais il m'embête là-dessus, mais d'un côté j'ai une leçon qui se tient bien, et qui moi je me sens à l'aise à présenter ça. Et j'ouvre en disant que la prochaine fois, on fera en TD l'étude dynamique et qu'on fera la prochaine fois les frottements fluides, notamment avec la chute libre. Voilà, comme ça c'est super. Ok. Globalement, parmi les questions qui m'ont posées, voilà, liste des questions posées. Alors ils m'en ont posé plein. Ils ont décomposé. Donc chaque jury a pareil à peu près un tiers du temps. On est censé en théorie avoir pareil un tiers scientifique, un tiers didactique, un tiers pédagogique. En physique, ils ne respectent pas. Moi, j'ai eu que des questions scientifiques. Parfois, il y a une question didactique qui est en fait une question scientifique mal déguisée. Genre, qu'est-ce que vous répondriez à des élèves qui vous diraient que... Et en fait, ils vous posent complètement une question scientifique. Donc globalement, la physique, attendez-vous juste à devoir avoir des épaules solides pour les questions. En gros, là j'ai quasiment toutes notées parce que je me souviens de quasiment toutes. Ils m'ont dit, ouais, le programme Python, qu'est-ce qu'on fait? Donc on résout des équatifs. Comment est-ce que, quels sont les outils utilisés? Donc j'ai dit qu'en gros, ils utilisaient la fonction O de int, qui est en gros un peu comme la méthode de l'air, donc une méthode de résolution pas à pas. Et du coup, à la fin, on récupère une matrice de taille 2 fois n ou n fois 2, je sais jamais, donc un énorme tableau où on a pour différents temps la position, la vitesse, et donc voilà, on résout comme ça de proche en proche. Donc apparemment, c'est pas exactement ELR qui est utilisé pour OTINS, c'est une méthode un peu plus efficace, mais c'est l'idée. Est-ce que le programme Python pose des soucis de convergence? Donc non, ça n'en pose pas, parce que quand la vitesse est très faible, le programme s'arrête. Le cas d'étudier en dynamique, ça donne quoi? Donc avec les mots, je leur explique un petit peu ce que ça donnerait. Donc bon, voilà, je leur explique comment on fait la résolution. Comment ça marche un portrait de phase? Donc je leur explique comment on lit ça. Est-ce que vous avez des limites des lots de Coulomb à énoncer? Donc attendez, ça je vais revenir un peu là-dessus. Donc là vous voyez que la première personne qui m'a posé toutes ces questions, dans ma tête, avec le recul, ça pouvait sonner comme j'ai pas assez bien traité mon élément imposé, et du coup il me travaille dessus pendant les questions. Autrement dit, est-ce que j'ai bien compris Python? Est-ce que j'ai bien compris le portrait de phase? Il m'a aussi demandé, donc on va y venir juste après, est-ce que vous avez des limites de lot de Coulomb à énoncer? Donc moi je lui dis, pour moi les limites de lot de Coulomb il y en a deux. La première c'est que c'est un truc qui est discontinu, ce qui pose souci, parce que c'est pas très satisfaisant quoi, de devoir faire une hypothèse machin.
Et la deuxième, c'est que ça traduit mal ce qui se passe vraiment physiquement, parce que c'est un modèle qui est top-down. On part du macro pour déduire un comportement, et on ne part pas du tout des interactions entre atomes pour choper des comportements. Donc moi, c'est les principales limites que je voyais. Et une des limites qui du coup se traduisait immédiatement, c'est que dans la représentation de la vitesse en fonction du temps par le code Python, on voit qu'il y a des discontinuités de la dérivée de la vitesse, donc l'accélération qui discontinue. Et ça c'est normal parce qu'on a un changement brutal de régime lorsqu'on vient d'atteindre le bout de l'oscillation et qu'on se met à frotter dans l'autre sens. L'accélération est discontinue, et donc la vitesse est non dérivable. Et ça pour moi c'est un souci parce qu'en vrai tout est infini en physique, donc ça pose problème. En fait, il semblerait que la vraie limite des lois de Coulomb, ce soit ces fameux coefficients de frottement statique et dynamique, qui dépendent de tellement de trucs qu'en fait ça semble un peu être des paramètres ad hoc, qui prennent la valeur qu'on a besoin qu'ils prennent. Je fous un petit peu d'eau, oui, non mais en fait il vaut plus 0,3, il vaut 0,35. Il semblerait que ce soit un peu ça, les vraies limites des lois de Coulomb. Donc ce soit pas très satisfaisant d'avoir ce FD et ce FS. Bon. En tout cas, donc moi je mentionne pas ça, et je mentionne celle que je viens d'énoncer là. Et donc là on a une discussion qui s'installe sur la continuité en physique. Il me demande si A est continu normalement, donc au début je lui réponds que oui, et là on va avoir une analogie avec l'électrocinétique qui va arriver. En fait son but, l'examinateur, c'était de me montrer que non, une grandeur physique n'est pas toujours continue. Preuve en est, dans les circuits électriques, lorsqu'on fait par exemple un circuit RC, la tension aux bornes du condensateur est continue, mais l'intensité qu'il traverse, elle ne l'est pas. Et donc quand on a l'interrupteur qui se ferme, on peut avoir une brutale discontinuité de l'intensité. Et ça c'est vrai. Donc il me parle de ça, je lui dis oui c'est vrai. Enfin, il me dit oui. Plutôt, il arrive à me faire sortir tout ce que je vous dis là. Donc, en me faisant décider un circuit RC, il en profite pour me faire parler du portrait de phase du circuit RC lors d'une charge. Donc, ça fait une droite. Moi, j'avais raté la droite. J'avais chopé le point du début, le point de fin. Je me demandais si on avait un truc qui était en concave, convexe, ou si on avait une droite. En fait, on a une droite et ça se voit très bien à partir de l'équation différentielle. Du coup, il m'a dit c'est quoi l'intérêt du portrait de phase, c'est de visualiser une équation différentielle. Donc je ne sais pas s'il attendait ça pendant la leçon, et ça a été mon gros stress de me dire, mais en fait, est-ce que j'aurais dû dire tout ça dans ma leçon sur le portrait de phase? Parce qu'en fait, est-ce que ma leçon c'était pas portrait de phase, vu qu'il m'a à ce point-là travaillé dessus? Bon, en tout cas, ça c'est une question que j'ai fini par avoir, mais il a dû me faire écrire l'équadif pour que je trouve que c'était une droite. Je l'avais pas tout de suite. Et maintenant qu'on a fini cette analogie avec l'électrocinétique, on en revient à notre souci, les limites de l'autre Coulomb, continuité de l'accélération. Ici, on voit que la tension est continue, l'intensité l'est pas. Pourquoi la tension est continue? La tension est continue parce que l'énergie est continue. Donc si l'énergie est continue, c'est que c'est la vitesse qui est continue, et pas forcément l'accélération, puisque l'énergie cinétique en demi de mv de tout ça. Et donc là, on en vient à une question. Pourquoi est-ce que l'énergie c'est continue? Et ça, c'est la première réponse à laquelle j'ai vraiment pas d'idée. Moi, je l'ai dit, je sais pas pourquoi l'énergie c'est continu, mais je sais que c'est continu. Par contre, l'énergie c'est conservée par symétrie temporelle. Donc là, je lui ai lâché un missile de Master 2 de physique. En vrai, juste merci Veritasium, qui a fait une petite vidéo sur les lois de conservation en physique. Ces histoires de symétrie, de ce que j'ai capté, c'est des trucs très compliqués à base de théorème de Noether. Voilà, c'est des trucs qui sont flous pour moi, mais je vous invite à regarder la vidéo de Veritasium là-dessus. Vous aurez le même niveau si vous voulez regarder que ce que j'ai, donc je pourrais pas vous expliquer beaucoup plus. Mais je sais que cette symétrie temporelle, en tout cas cette symétrie temporelle pour les temps courts, il m'a pas demandé ce que c'était un temps court, et merci beaucoup, c'est ce qui permet de justifier qu'on a l'énergie qui est conservée. Et je suppose que c'est cette conservation de l'énergie qui induit la continuité. Je suppose. En vrai, j'ai posé cette question, pourquoi l'énergie est continue, à beaucoup de gens suite à cette orale, parce que j'ai pas eu de réponse. L'examinateur était très content que je lui ai dit que c'était pour des raisons de symétrie que c'était conservé, mais j'ai pas répondu à sa question. Il n'a pas plus insisté. Et j'ai posé vraiment la question à beaucoup de monde, des potes à moi qui sont en physique à l'ENS, en master ou qui rentrent en thèse, des profs à moi qui sont en thèse de physique à l'ENS, des profs qui sont genre chargés de recherche, et j'ai pas eu de réponse vraiment satisfaisante. J'ai posé la question au major de la grecque de physique, il m'a pas donné de réponse satisfaisante non plus. Enfin en tout cas, il n'y a pas un argument voilà. Ce qu'on m'a dit, qui peut-être me convainc le plus, c'est qu'une énergie discontinue, ça viendra avoir une puissance infinie, et ça c'est louche. C'est vrai. Bon, voilà. I don't know. En tout cas, le premier examinateur s'est arrêté là. La deuxième, revenue un peu plus sur ma leçon, ça a été l'occasion pour elle de reprendre des trucs que en fait, j'avais déjà dit, déjà expliqué, déjà écrit, mais comme j'avais beaucoup de choses à dire, je pense que je suis passé assez vite, donc à mon avis, elle a juste pas entendu que j'avais dit ça. Donc c'était l'occasion pour moi de avoir des séances de questions un peu plus tranquilles, où j'avais juste à dire, regardez au tableau, et je lisais ce que j'avais fait au tableau.
On m'avait déjà prévenu que de temps en temps, parce que ça m'était déjà aussi arrivé pendant l'année, vous dites un truc et le jury l'entend pas, et du coup il faut réexpliquer ce que vous avez dit au jury. Et moi je suis toujours très mal à l'aise là-dessus parce que je sais jamais trop à quel point je dois dire au jury. Pas de souci, je vous le réexplique, mais attention, je l'avais déjà dit, histoire de préciser quand même au jury que je savais qu'il fallait que je le dise et que je pensais à le dire. Mais en même temps, dans ce cas, il ne faut pas que je rentre dans un ton accusateur. Oh là là, vous ne m'avez pas écouté. Et je trouve que la limite est fine entre accuser le jury et en même temps faire comme si vous l'aviez jamais dit et au risque de se faire un peu pénaliser par le jury parce que ok vous l'avez sorti en question mais quand même c'est grave que vous l'ayez pas sorti avant. Et j'ai jamais trop réussi à trouver cet équilibre pendant l'année. Souvent les gens me disaient attention tu es trop agressif. Moi j'étais comme mais je veux pas être agressif. Et là je pense que j'ai réussi à trouver un bon équilibre dans cette orale. Dans le sens où simplement, quand elle me posait une question, alors par exemple, origine des frottements, je lui disais ah bah pas de souci, je prenais le tableau où j'avais écrit ça, je pointais du doigt la phrase que j'avais écrite et je disais bah l'origine des frottements c'est l'interaction électrostatique. Et je pense que je répondais à sa question en faisant passer de façon pas très subtile mais de façon douce, regardez je l'avais écrit, en même temps sans lui dire frontalement t'aurais pu écouter ma leçon. Donc je pense que c'était un bon équilibre que j'ai trouvé, de juste voilà, pointer au tableau. Bon voilà, j'espère qu'ils n'ont pas trop agressif. On m'a reparlé de défauts de l'autre coulon, donc je leur ai dit on néglige ce qui se passe microscopiquement. On m'a parlé des normes de Rn et Rt, du coup pareil, je l'avais déjà affiché pendant réaction normale et réaction tangentielle. Donc pareil, je l'avais déjà affiché, donc je le repointe et je le réexplique. Pareil, j'ai tourné un petit piège ici. J'avais juste mis que c'était la vitesse qui était nulle, qu'on avait adhérence. En fait, c'est la vitesse de glissement. J'attendais qu'on me pose la question, donc ça me permet d'y répondre. Bon, quoi d'autre que se passe-t-il si on met le montage sur un tapis roulant? Rien, parce que la vitesse de glissement relative est toujours nulle. Modulo les pseudo-forces qui peuvent faire bouger les choses, parce qu'on n'est plus en référentiel galiléen. On me demande si la réaction normale est toujours égale au poids. Je dis que seulement quand c'est plat. Est-ce que c'est toujours lié à la masse? Je dis presque tout le temps par projection du PFD. La réaction normale, c'est quoi? C'est donc lié au plan de tangence entre le contact et le support. Pourquoi est-ce que quand on met des vis dans du bois ou dans l'acier, elles n'ont pas le même pas? Voilà. Donc bon, là, j'ai fait un petit schéma au tableau. Ça me laisse le temps de gagner 3 minutes, histoire de réfléchir à la question qu'ils viennent de me poser. Je vais t'expliquer avec les mains que du coup on a des différences de coefficient de frottement statique pour vis acier et vis bois, et donc on n'a pas le même besoin d'inclinaison pour avoir la même force de frottement statique. Voilà, bon apparemment c'est ça, donc ça leur convient bien. Et ensuite on passe au troisième examinateur. Donc là c'était la petite séance de questions un peu plus classique. Le troisième examinateur, lui il en a rien à faire. La leçon, pas son délire. Lui en gros, son kiff c'était de savoir si je savais calculer. Parce que c'est vrai qu'une des faiblesses de la leçon, c'est que j'ai pas eu de gros calculs à faire. Et ensuite de savoir si je savais d'autres trucs. En gros, il m'a dit, on va prendre beaucoup de recul. Pourquoi la matière ne s'interpénètre pas avec de la mécanique quantique? Donc ouais, on prend du recul. Là, on prend sacrément du recul, parce que ça n'a rien à voir avec ma leçon. Donc moi, j'essaie de l'expliquer que déjà, il y a cohésion, il y a de l'interaction forte. Et ensuite, en gros, je lui dis, peut-être que ça s'interpénètre pas parce que inégalité d'Heisenberg. Et donc, on ne peut pas avoir nos atomes au même endroit, parce que la position des atomes est indéterminée par Heisenberg. Donc il me demande ce que c'est Heisenberg, donc j'écris le tableau. Il me dit ok, t'écris bien Heisenberg, mais c'est pas la raison que j'attends. Et il me dit, la seule question qu'il me pose c'est, ils ont quel spin les particules? Et donc là je comprends immédiatement que il veut venir me chercher sur le fait que les protons comme les électrons ont des spins de 1,5. Donc puisqu'ils ont des spins de 1,5, ce sont des fermions. Donc puisque ce sont des fermions, ils obéissent au principe d'exclusion de Pauli. Donc ils peuvent pas être dans le même état. Et donc ils peuvent pas avoir la même fonction d'onde, donc avec la même distribution spatiale de densité de proba. Et donc que avoir la matière qui s'interpénètre, ça veut dire avoir deux particules qui sont l'une sur l'autre. Et donc ça veut dire en mécanique quantique avoir deux fonctions d'onde identiques, ce qui n'est pas possible avec tout le raisonnement que je viens de tirer. Et donc je lui dis tout ça à partir de la seule question, elles ont quel spin les particules? Ils ont quel spin les particules? Donc je pense que c'est très bien, je pense que j'ai tout à fait répondu à la question, que c'était pas évident de répondre ça. Voilà, quand je vous dis qu'il faut avoir le dos musclé pour les questions de physique, je pense que ce que j'ai répondu là, c'est genre du programme de L3, M1 de physique. Bon, évidemment, moi je suis très heureux d'avoir répondu ça. C'est la deuxième réponse à laquelle je suis le plus fier de cette leçon, avec la symétrie temporelle pour la conservation de l'énergie. Mais c'est vraiment musclé comme question. Et je me dis, ça les sert à séparer les 18 des 19, ou les 19 des 20. Et donc en ayant répondu comme il faut, j'espère que si je me cale pas hors sujet, ça pourra me faire partie du gratin sur cette leçon.
Et sinon, à part que ça, on me propose quoi d'autre? On me demande qu'est-ce qui se passe si Ah oui, parce que j'avais montré dans ma leçon, pour montrer le de Coulomb, j'avais mis la classique, vous mettez la brosse qui fasse le tableau sur une règle, et vous inclinez la règle, et vous montrez qu'il y a tout un domaine où ça bouge pas, et tout un domaine où ça se met à bouger. Donc là, il me dit, il se passe quoi si on pivote tellement que, enfin, si on incline tellement que la brosse se met à pivoter? Donc là, je dis qu'il faut passer dans l'étude de la mécanique du solide. Il y a un des jurys qui hoche la tête, donc je pense que j'ai pas dit des bêtises. Je lui dis qu'il faut s'intéresser au moment cinétique de la brosse, le moment d'inertie, qu'a priori c'est compliqué. Voilà, qu'est-ce qui se passe si la brosse est soulevée? On change le point de contact pour les frottements et pour la réaction normale. Globalement, si la brosse commence à basculer, soit ça bascule complètement, soit ça retombe. Voilà. Et si on reprend l'exemple de la leçon, le ressort plus masse horizontale et qu'on l'incline, ça donne quoi? Et donc là, en gros, son but, c'était de terminer l'entretien en vérifiant si j'étais capable de calculer comme il faut. Donc en gros, ils m'ont fait résoudre très rapidement, un peu comme une colle, hein, vraiment, le cas incliné du ressort plus masse horizontale. Donc par chance, je sais calculer. Par chance, mon esprit était aiguisé à ce moment-là. Donc je leur sors les calculs, tchac, 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 en 2 temps, 3 mouvements. Vraiment, c'était comme une colle. Je leur précise à l'oral, ouais, donc je considère tel système, tel référentiel, tel repère. J'écris directement le PSD, projeté sur X et Y, sans écrire. Je crie le principe fondamental des dynamiques, vraiment comme une colle. Et bon, en gros, en 3 lignes et 2 minutes, je résous l'exo. Donc ils ont vu que je savais calculer, ils étaient contents, et ça s'est arrêté là. La dernière question, c'est concernant la question valeur de la République. Donc il y en a eu des durs cette année, il y en a eu des vraiment durs. Par exemple, il y a quelqu'un qui est tombé sur une question. Il est 7h55, vous êtes prof de physique-chimie, vous faites rentrer vos élèves dans la salle, là tout le monde est assis en train de sortir vos affaires, et il y a une personne qui reste devant votre salle. Du coup, vous allez la voir, et la personne vous dit oui, bonjour, monsieur, je ne veux pas rentrer dans votre cours parce qu'il y a mon V dans la salle. Qu'est-ce que vous faites? C'est dur, c'est trash, c'est hard, c'est bon, voilà, c'est des sujets lourds, très compliqués et sur lesquels on rigole pas beaucoup. Donc bon, globalement, je suppose que ce qui est à répondre ici, c'est évidemment, je la fais pas rentrer, évidemment, je commence mon cours en essayant de rester le plus calme possible pour pas affoler la classe et pour pas que ça se sache, parce que la personne a peut-être pas envie que ça devienne public. En même temps, j'essaie de faire en sorte que cette personne soit redirigée vers des gens qui pourront s'occuper d'elle ou de lui pendant 2 heures. En tout cas pendant le temps de durée de mon cours. Donc je sais pas, CPE, limite même principal adjoint, hein, parce que c'est vraiment chaud. Et donc voilà, comme ça cette personne est entre de bonnes mains pendant 2 heures. Et ensuite, dès que mon cours est fini, je essaie d'en parler avec elle, d'en parler avec l'infirmière, je pense, de l'établissement, en parler avec la direction, pour déjà essayer dans un premier temps de rassurer au maximum cette personne et de prendre en soin, prendre en charge. Et ensuite, petit à petit, en vrai, de probablement monter sans justice. Je sais pas à quel point j'ai le droit de forcer la personne à monter sans justice si elle n'a pas envie de le faire, mais bon, en tout cas, on s'occupe. Je pense que c'est ce qu'il faut globalement répondre, mais on voit que c'est dur, que c'est sérieux. Il y a également eu des questions moins sérieuses, genre par exemple, vous êtes en TP, il y a des binômes mixtes filles-hommes, et puis les hommes sortent de la salle à la fin du TP sans faire la vaisselle, et ils laissent les filles faire la vaisselle. Que faites-vous? Bon voilà, vous ramenez les gens d'avant et vous leur faites faire la vaisselle, et vous leur faites la morale. Bon voilà, il y a des questions un peu plus simples, un peu plus dures. Moi j'ai une question simple, j'ai du bol. J'ai eu dans un débat sociétal en classe de physique-chimie, est-ce que vous donnez votre avis? Voilà. Donc bien sûr le fameux débat sociétal en physique-chimie. Donc évidemment, ici il faut répondre non, par devoir de neutralité. L'enseignant ne peut pas donner son devoir, enfin son avis, donc on m'a dit d'accord. Et s'il y a des grèves et qu'on vous demande pourquoi, qu'est-ce que vous dites? Donc j'ai dit pareil, je donne pas mon avis, parce que ce serait rompre le devoir de neutralité. Par contre, je peux indiquer à l'élève le fait d'aller voir les revendications des syndicats sur Internet. Mais c'est tout. C'est-à-dire que je peux lui indiquer des sources pour qu'il se renseigne, et moi, j'ai pas le droit de lui donner mon avis directement. Après, on m'a dit, vous entendez quoi par neutralité? Moi, j'ai dit être neutre. Ça les a pas beaucoup convaincus. Et on me dit, c'est-à-dire, donc j'ai juste dit renvoyer vers des sources informatives, je peux, mais pas donner mon avis. Je pense qu'il aurait fallu que, je précise peut-être que j'étais capable de avancer des choses seulement lorsque c'était prouvé scientifiquement, parce qu'on est prof de physique-chimie, on croit en la démarche scientifique, et donc je peux aiguiller les gens lorsqu'il y a des indications scientifiquement prouvées, mais que dès que c'est des choses qui relatent de l'opinion, de l'avis, et bien là, moi je dois me mettre en retrait, et je peux juste aller éventuellement, si des gens me posent des questions, rediriger les élèves vers des sources informatives, mais moi j'ai pas le droit de donner mon avis. Bon. J'ai pas apporté exactement cette nuance, mais je pense que c'est tout à fait ok. Et avec ça, donc ça conclut ma présentation.
Avec ça, il s'est passé un dernier tout petit truc marrant à la toute fin. Le jury est parti, ils m'ont remercié, ils sont partis. Et il y a l'équipe technique de physique qui sont rentrés dans ma salle. Donc c'est ceux qui m'avaient monté mon protocole expérimental et pris les points quand j'étais en préparation. Donc selon mes indications, hein, mais c'est eux qui avaient fait le montage. Et donc là, c'est pas tout à fait la même équipe que celle qui m'a fait mon montage, puisqu'il était 13h. L'équipe qui était avec moi à 11h midi est partie manger, et réciproquement, je pense que l'équipe qui mangeait à 11h midi est donc rentrée dans ma salle pour démonter mon montage. Moi, je me tourne, je commence à effacer mes différents tableaux, et plus précisément, il y a deux personnes qui rentrent, deux femmes, une qui commence à démonter, et une qui commence à me parler. Et donc c'est très sympa, c'est typiquement le move de l'équipe technique de venir taper la discuter avec les candidats. Donc moi on me demande est-ce que ça s'est bien passé, donc moi je leur ai répondu que oui, je pense que ça va. À l'époque j'avais pas encore réalisé que j'étais peut-être méchamment hors sujet, donc je leur dis bah, je pense que ça va. Les questions, ouais j'ai géré, ma leçon tient la route, voilà. On me demande voilà, si je suis content, ce que je vais faire après en vacances, donc là je commence à raconter mes vacances. On me demande si je vais enseigner après, donc moi je me dis bah ouais je pense que je vais enseigner après, enfin je passe les règles pour enseigner, quoi, c'est mon objectif. Ça peut sembler évident, hein, mais il y a des gens qui passent la grègue pas pour enseigner, ou qui savent pas trop, qui sont dans le flou. Moi, c'est quand même vraiment plutôt le truc que j'ai envie de faire, quoi. Donc moi, je leur explique ça, voilà, très très content, toujours en train d'effacer le tableau. Et dans ma tête, je me dis, c'est quand même marrant, il y a une personne de l'équipe technique qui range tout, et l'autre qui me tape la discute. Et bon, voilà, enfin, c'est pas fondamentalement, ils s'organisent comme ils veulent, quoi. Mais bon, voilà, c'est ok, je remarque, quoi. Et au moment où on me demande si moi je veux enseigner plus tard, je me dis bon, c'est bien gentil, là, c'est mon cuisine depuis 3 minutes. Moi j'aimerais bien aussi créer un peu de discussion. Donc je demande à cette charmante personne de l'équipe technique, et vous, est-ce que vous êtes prof à côté? Parce que évidemment à l'année vous n'êtes pas équipe technique de la Greg, c'est pas votre job principal, quoi. Donc est-ce que vous êtes prof à l'année aussi? Est-ce que ça vous plaît éventuellement? Et la personne là me répond ah non, non, moi pas du tout. Moi je suis pas prof. Moi je suis inspectrice générale de l'éducation nationale et directrice du concours de la règle de chimie. Et en effet, je me retourne, je la regarde un peu mieux, cette personne de l'équipe technique, et je me rends compte que oui, en effet, c'est bien la directrice du concours. Je l'avais vue 2 fois dans ma vie jusqu'à présent. Une fois dans la réunion là, dont je vous ai parlé en début de vidéo, et une fois parce qu'elle corrigeait un montage à laquelle j'avais assisté. Sauf que la 2 fois, elle avait des lunettes, et en plus, elle était en blouse. Là, elle n'avait pas de lunettes, et j'étais de dos, et j'étais fatigué, et je l'ai pas reconnu. Donc voilà, j'étais très honteux, je me suis excusé genre 2-3 fois. Elle a vraiment pas eu l'air de l'avoir mal pris. J'ai trouvé très chill aussi. Mais bon, moi j'ai vraiment, je me suis senti terriblement confus, terriblement honteux. Donc voilà, je m'excuse encore si jamais, si jamais. Voilà, je suis terriblement désolé de cette confusion. Mais ça va, elle a pas l'air de l'avoir particulièrement mal pris. On va dire que c'était la dernière petite touche un peu comique de ces euros. Avec ça, et donc je suis sorti. Si je devais conclure sur la leçon de physique, je pense que j'ai tué les questions, vraiment. Modulo peut-être le fait que j'ai pas été capable de sortir les bonnes limites qu'il faut pour les lois de Coulomb. Concernant la leçon, je pense que j'avais une très bonne leçon, mais qui est potentiellement hors sujet, du fait que je connais pas mon élément imposé. Et donc je suis sorti en me disant bon. Les 3 écrits de Mars, je pense les avoir réussi suffisamment pour être admissible. Maintenant, moi je voulais 3,17, je ne sais pas si je les ai. Ces 3 euros, je pense qu'en chimie, je devrais taper en montage, pardon, je devrais taper autour de 15, en leçon de chimie autour de 17, et en leçon de physique, je ne sais pas trop si je vais taper genre 19-20, ou si je vais taper genre 6-7 ou 8, enfin la note qu'ils mettent aux gens qui font un sujet mais qui font une bonne leçon quand même, je sais pas. Et c'est un peu les choses qui vont m'interroger. Petit à petit, mon mood va shift de j'ai très bien réussi ma leçon de physique, et donc j'entrevois peut-être le fait de faire un classement tellement bon que c'est peut-être la majoration, à en fait j'ai peur de faire hors sujet et de vraiment être dépité. Et donc vraiment, mon mood va passer après les 2 semaines entre la fin de mes euros et l'attente des résultats, à moi qui dis à mes potes, bon, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et mes épreuves se sont bien passées. Il y a un monde où je majore, mais juste, je prends des précautions. Parce que si par hasard je rate un truc et que je finis bien moins bon que ça, j'ai pas envie non plus de passer pour le type trop arrogant. Donc je prenais beaucoup de précautions. Et petit à petit, je suis passé de ça à, en fait, c'est sûr, je vais faire hors sujet en physique. Plus j'y pense, plus ma leçon n'est pas dedans, et je vais me faire défoncer. Donc bon, ça fait que vers la fin, je stressais pas mal à l'attente des résultats. Et que ouais, vraiment, là, quand les résultats de physique sont sortis un jour avant les miens, j'ai commencé à stresser de fou en me disant c'est sûr, j'ai fait hors sujet. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Et ouais, je hype, je tease. 1h40 de vidéo, comme à l'époque. Je pense malgré tout que
J'espère en tout cas que cette vidéo sera utile pour tout un tas de gens qui passent les oraux, notamment en candidat libre ou en candidat normal, pour voir un peu le genre de questions et comment se déroulent les épreuves. J'espère que voilà, ça aidera tout un tas de gens. J'ai oublié de le préciser peut-être en physique, enfin je l'ai plus ou moins dit de façon implicite, mais du coup il y a une équipe technique aussi qui vient vous aider à faire votre manip, au cas où. Mais bon, c'est quand même à vous de faire l'analyse des points. Eux, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des points selon comment vous leur dites de prendre les points. Et après c'est à vous de les analyser. Donc, en tout cas, voilà, j'espère que ça aura pu être utile à tout un tas de gens, cette petite série de vidéos, ou que ça aura pu attiser la curiosité de gens qui se demandent à quoi ça ressemble la Greg. Voilà, ça ressemble à ça. La suite, c'est quoi? La suite, c'est moi qui vais annoncer mes résultats que je connais déjà. Je ferai ça dans une vidéo qui devrait sortir dans pas longtemps, parce que pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire sur les résultats. En tout cas, moins de choses à dire que quand j'étais en prépa où j'avais 50 000 résultats annoncés. Là, il y en a 6. Et ensuite, ça sera l'occasion de discuter un petit peu de qu'est-ce que je ferai comme vidéo ultérieure de la chaîne concernant la grecque. Sur ce, merci d'être resté jusque-là. Vraiment, vous êtes des boss si vous avez tenu 1h40 de je raconte ma vie en oral. Vous êtes fantastiques. Moi, je vous souhaite une excellente soirée, un très bon été, de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et j'espère vous retrouver pour la vidéo suivante sur les résultats. Allez, ciao, bye, c'était Louis.